Merci à Coralie et bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes vendredi et comme chaque jour de la semaine, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre émission avec pas mal d'infos et aussi beaucoup de points de vue engagés. Bonjour Eric. Bonjour Magali. Et à la une aujourd'hui, au cœur de l'actualité. Alors j'allais dire également pourquoi, parce que tous les jours on vous en parle, mais c'est extrêmement important, la guerre en Iran. Donald Trump va-t-il franchir le pas? Oui, on vous parle de guerre, pourquoi? Parce qu'une intervention de troupes au sol n'est plus du tout exclu par les États-Unis. Le président américain envisagerait une réponse militaire bien plus forte que ce qu'il avait imaginé il y a quelques semaines. Pour frapper quoi? Qui? Où? Décryptage et analyse dans notre émission. On retrouvera d'ailleurs Siavash Ghazi, vous le savez, qui se trouve à Téhéran. Et puis on parlera du chef d'État argentin, vous savez, Javier Milei. Alors en France, on n'aime pas tellement les libéraux. Seulement, voilà, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Il y a quelque temps déjà, des intellectuels français, des économistes ont dit attention, Milei, c'est plus compliqué que ça. Il n'est pas d'extrême droite comme un Donald Trump, par exemple, premier point. Et deuxième point, un prix Nobel bien connu d'économie, Monsieur Aguillon, qui est plutôt un homme de centre-gauche, voilà, qui a conseillé Emmanuel Macron sur les questions économiques et peut-être même François Hollande. Bon bref, il a, je dirais pas qu'il encense Milei, mais il dit que ce qu'a fait Milei à certains égards en Argentine est très utile. Serait-il possible, tiens, que nous ayons, nous, un Milei à la française, un ultra-libéral à la française qui casse la bureaucratie, les petits hommes gris dans ce pays? On en débattra tout à l'heure à 12h45. Et puis, je n'ai pas de leçon à recevoir de Jordan Bardella, qui n'a jamais mis les pieds dans une entreprise. Alors, c'est pas moi qui le dis, évidemment. L'attaque est signée du ministre de l'économie, qui n'a pas du tout apprécié les critiques du président du RN. Ça nous inspire une réflexion aujourd'hui. Faut-il avoir travaillé dans sa vie pour être président? Allez, Brunet sans filtre, c'est parti. Et l'Iran, donc, encore au cœur de l'actualité aujourd'hui, puisqu'une intervention américaine est toujours possible. Les troupes, les navires, les missiles et les hélicoptères sont postés en ce moment même au Moyen-Orient, en attente d'ordre. L'envoi de commandos sur le sol iranien est une piste. Vous entendez bien, l'envoi de commandos est une piste sérieusement envisagée par Donald Trump, qui, semble-t-il, laisse encore sa chance aux échanges, aux pourparlers. Le président américain espère en tout cas ne pas être contraint d'utiliser la force. Écoutez-le. Nous sommes puissants militairement. J'ai renforcé l'armée pendant mon premier mandat et désormais nous avons un groupe aéronaval qui se dirige vers un pays appelé l'Iran. Et j'espère ne pas devoir utiliser cette force. Et le régime iranien, de son côté, affirme être prêt à la guerre. L'armée, d'ailleurs, affirme qu'un exercice militaire sera mené dans le Golfe Persique dimanche et lundi avec les Chinois et les Russes. Évidemment, on essaie de confirmer cette information parce que pour le moment, ni Pékin ni Moscou ne confirment. En tout cas, les deux pays ce sont des alliés, vous le savez, de l'Iran. Et à Téhéran, on va essayer d'en savoir davantage sur ces exercices, sur la réponse éventuelle de l'Iran avec le correspondant de France 24 et RFI, Siavash Ghazi. L'Iran dispose d'abord de ses propres moyens, d'un programme balistique très développé, des missiles qui ont une portée de 1000 ou 2000 km maximum, des missiles supersoniques qui peuvent atteindre des vitesses très très importantes, qui peuvent cibler les bases américaines dans la région, mais aussi les bâtiments de guerre américains qui sont arrivés dans la région, à quelques centaines de kilomètres des côtes iraniennes. Comme on a pu le voir en juin dernier, l'Iran avait envoyé plusieurs centaines de missiles contre Israël. Et là, ce n'est pas les missiles les plus développés, les plus modernes dont le pays dispose. Il y a aussi de nombreux cas de drones dont l'Iran dispose, des drones d'attaque. Donc c'est aussi important. Et puis il y a aussi dans le Golfe Persique et en mer d'Oman des centaines de bateaux très rapides qui peuvent être envoyés par centaines contre des bâtiments de guerre. L'Iran compte également sur ses soutiens dans la région, par exemple le Hezbollah libanais, mais aussi des groupes palestiniens, des groupes irakiens, chiites irakiens qui ont affirmé qu'ils se mobiliseraient contre toute intervention américaine contre l'Iran, les Houthis au Yémen et d'autres groupes encore. Donc c'est sur tous ces moyens que l'Iran compte pour faire face aux menaces américaines. Voilà, merci à vous Siavash Ghazi, notre voix à Téhéran.
et Dieu sait qu'elle est importante. On va parler maintenant de l'Ukraine. Figurez-vous, et c'est très important, écoutez bien, que Donald Trump, qui hier soir a annoncé une trêve en Ukraine. C'est pas tous les jours, mesdames, messieurs. Il assure, Donald Trump, que Vladimir Poutine s'est engagé à ne plus frapper Kiev pendant plusieurs jours. Nous sommes justement avec Claire Cambier et Camille Souhaut, notre équipe en Ukraine, dans la capitale ukrainienne. Donc ça y est, ne plus frapper apparemment. Claire, eh bien Vladimir Poutine en a fait la promesse. Question, est-ce que pour l'instant, cette promesse que Vladimir Poutine aurait fait à Donald Trump, est-ce que cette promesse tient ? Mais oui et non, il faut savoir que c'est une trêve qui est très très limitée. Vous le disiez, Dmitri Peskov a annoncé ce matin que Moscou acceptait une trêve sur Kiev jusqu'au 1er février. Alors est-ce qu'on entend par là l'arrêt des frappes sur la capitale ou sur tout le pays du point de vue ukrainien? Il s'agit d'une trêve énergétique, donc sur les infrastructures énergétiques, et ça concernera toute l'Ukraine. Très limitée, car cela n'a pas empêché, par exemple, cette nuit, des frappes sur des infrastructures résidentielles. Il y a eu plus de 100 drones lancés, un missile balistique notamment sur Zaporijjia et Kharkiv. Frappe limitée également dans le temps. On parle du 1er février. Donald Trump, lui, avait évoqué un arrêt des frappes pendant une semaine. Et il faut savoir qu'ici, à partir du 1er février, on s'attend à une grande vague de froid avec des températures qui vont aller jusqu'à moins 20, moins 30 degrés la nuit, alors que la situation dans le pays est déjà très compliqué. Ici, dans la capitale, il y a 378 immeubles sans chauffage. Zelensky, en tout cas, ne se montre pas très optimiste. Il a déjà annoncé que les négociations à Abu Dhabi pourraient être reportées en raison de la situation au Moyen-Orient. Vous parliez de l'Iran il y a quelques minutes. Et puis, lui qui réclame toujours de rencontrer Poutine, eh bien, a reçu une réponse un peu approximative. Il est d'accord, Poutine, de le recevoir à Moscou, et c'est d'un point de vue de la sécurité évidemment inenvisageable pour le président ukrainien. Merci beaucoup Claire Cambier depuis Kiev, donc en direct. Allez, l'actualité en France et la croissance tout d'abord qui est finalement supérieure à ce qu'avait prévu le gouvernement. C'est l'INSEE qui le dévoile ce matin. Croissance de 0,9% pour 2025. Le ministre de l'économie s'en est félicité ce matin sur TF1 et a affiché quelques ambitions pour 2026. C'est une bonne nouvelle, donc on la prend, ça veut dire que la croissance a été robuste, meilleure que ce que moi j'attendais 0,7, on a 0,9. Quand on regarde le détail, les entreprises ont été au rendez-vous, et donc je les remercie. Elles ont exporté, elles ont investi en 2025, et on l'espère évidemment, ça fait, je dirais, un bon départ pour 2026. Vous savez que pour 2026, on attendait une accélération de 0,7 à 1, on a 0,9. J'espère qu'en 2026, on fera au moins le 1% qu'on attend, et pourquoi pas encore une bonne nouvelle dans un an quand on se reverra. Cela dit, pour être honnête, il a raison, notre ministre de l'économie, de s'en réjouir. Franchement, croissance est supérieure à ce qu'on imaginait pour 2025. Voilà, donc mesdames, messieurs, de temps en temps, il y a des petites bonnes nouvelles dans la vie. On n'a qu'à les prendre. Effectivement. Allez. Pas de produits sud-américains chez nous. Vous savez qu'il y a des enseignes de grande distribution qui boycottent ce fameux Mercosur dont on parle depuis des mois et des années. Pas de produits sud-américains chez nous. Eh bien, figurez-vous, c'est au tour de certaines marques désormais d'annoncer le boycott, tout simplement, des produits issus du Mercosur. Regardez ce reportage d'Adrien Blétry. Cette enseigne de restauration rapide a dit non. Non à la viande en provenance des pays du Mercosur. Même si c'est un coup de com' et que ça peut être utile aux éleveurs français, pourquoi pas ? C'est moins pire. Ils essayent de revoir leur image, je dirais. Mais je trouve que quand même l'initiative reste bien, donc en soi, il n'y a pas de souci. La multinationale américaine rejoint ainsi plusieurs enseignes de la grande distribution. Ce supermarché, par exemple, souhaite conserver ses fournisseurs actuels et continuer à soutenir l'agriculture locale. Ici, 98% de la viande est d'origine française. On les comprend tout à fait. Il faut, voilà. Ils ont des exploitations, ils ont des investissements, ils ont des vies, ils ont des, voilà. On privilégie le local et on privilégie le français. On a besoin d'eux. De leur côté, les syndicats agricoles restent méfiants, notamment au sujet des plats préparés vendus dans les rayons. Ils veulent acheter la paix des agriculteurs. Plus il y a d'étapes, plus il y a d'intermédiaires, moins on pourra contrôler. Des produits vraiment ultra transformés, on ne contrôlera pas et on ne saura pas d'où ça vient.
Depuis la signature du traité, plusieurs départements français ont également assuré qu'aucun produit issu du Mercosur ne sera proposé dans les cantines scolaires. La politique maintenant, et Sébastien Lecornu qui ce matin pour la 3e fois a déclenché le 49.3. C'était l'ultime étape avant l'adoption définitive du budget de l'État. Dans la foulée, la France Insoumise a annoncé le dépôt d'une motion de censure qui n'a aucune chance d'aboutir puisque le PS ne la votera pas. Et puis, mesdames, messieurs, figurez-vous qu'il pleut en Bretagne. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas un scoop, sauf que cette fois, les précipitations sont vraiment durables. Ouais. Et les Bretons en ont vraiment marre. Ils ne voient pas le bout de tout cela. Après les inondations, eh bien, il y a plein de phénomènes, des sols gorgés d'eau. Sarah Marty est avec nous. Elle est sur place en Bretagne, dans le département de... Elle est à Pleumeur, et c'est le Morbihan, Pleumeur. Elle est à Pleumeur, dans le Morbihan, avec Florian Paume. Sarah, quel est l'état d'esprit à Pleumeur? Est-ce qu'on se résigne, ou est-ce que, comme je le disais à l'instant, vous percevez de l'exaspération face à ces phénomènes météorologiques qui n'en finissent pas en Bretagne? Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu un peu d'exaspération chez les locaux qu'on a rencontrés ce matin. Mais moi, j'ai voulu vous emmener près de la mer parce que c'est ici, ce week-end, que ça va se passer. Ils vont peut-être avoir un peu de répit parce que là, on va s'intéresser surtout à la montée du niveau de la mer. Là, vous voyez, il y a beaucoup de vent, l'océan est agité et le coefficient de marée va aussi augmenter jusqu'au début de la semaine prochaine. Et ça va avoir une incidence directe sur la montée des rivières dans les terres qui est déjà très élevée, sans compter les averses de pluie qui sont aussi prévu ce week-end et que le sol ne peut plus absorber puisqu'il est gorgé d'eau. Alors les services de secours, les pompiers, la préfecture m'ont confirmé que des phénomènes de crue pourraient avoir lieu en début de semaine, voire en milieu de semaine, à cause des phénomènes météorologiques qui vont s'accumuler ce week-end. Merci beaucoup Sarah. Effectivement, on voit que ça souffle beaucoup, pas évident de parler dans ces conditions en direct, on l'entend à votre voix. Eh bien, vous savez quoi ? Oui. Un petit séjour en Bretagne Sud et prendre les embruns comme ça, malgré le ciel qui est pas vraiment bleu ciel, hein. Non. Eh bien, moi, j'achète. Eh ben franchement, oui, c'est très j'achète. vivifiant. J'aurais bien aujourd'hui échangé mon boulot avec celui de Sarah. Ah, bon moi aussi. On a marre d'être enfermé dans ce studio. Vive le vent, voilà comment on pourrait qualifier ce duplex. Allez, si je vous dis un but et au lit, ça vous inspire quoi ? Un but et au lit ? Ouais. Dites-moi. Je parle de foot et de la Ligue Europa hier avec la dernière journée. En Europa League, donc, hier soir, Lyon a battu le PAOK Salonique grâce à ses jeunes joueurs. C'était un beau pari de l'entraîneur au passage hier soir. Victoire 4-2 et parmi les buteurs, il y avait lui, Rémi Humbert, 17 ans. Il est encore au centre de formation de l'OL, donc il a dû regagner directement après le match les Bercailles, c'est pénate évidemment, et rendre son téléphone portable parce que les téléphones portables sont interdits dans les chambres le soir. Donc il a marqué, il a gagné, il est qualifié pour les 8e de finale et donc il a dû rentrer et rendre son téléphone. C'est un peu, voilà, un petit clin d'œil. Donc Lyon est qualifié directement pour les 8e de finale de la compétition. Sachez que Lille, malgré sa victoire, va devoir jouer les barrages et Nice, en revanche, est éliminé. Donc tout ça s'est plutôt mieux passé que pour Marseille. En résumé, oui, c'est ça. Bon, mesdames et messieurs, restez avec nous. Nous allons parler dans un instant de l'Iran. Cette fois-ci, il y a du nouveau, car le président des États-Unis, Donald Trump, n'exclut pas une intervention au sol. Vous savez, de ces commandos, les mêmes commandos d'ailleurs, qui sont intervenus au Venezuela. Alors, ce ne serait pas du tout le même type d'intervention au sol. Voilà. Il ne s'agit pas d'extraire une personne, l'ayatollah Khamenei par exemple. Non, c'est tout autre chose. On revient dessus, on vous explique tout dans un instant. Mais franchement, encore une fois, l'histoire est en marche sur LCI. À tout de suite, les amis. Quelle joie de vous retrouver. Vous allez bien, Magali ? Oui, très bien, merci. Et la joie s'accompagne d'une deuxième joie, c'est celle du vendredi. C'est terrible, le vendredi, il y a toujours un truc comme ça qui vous rend un peu plus léger, n'est-ce pas ? Vous-même, qui êtes plutôt d'une nature assez feignante, hein, vous aimez les vendredis. Mais ça veut dire qu'on ne vous voit pas demain ? Non, on ne verra pas demain. Nous, on sera là. On ne verra pas demain. Oui, Grégory, il travaille tout le temps là. On verra peut-être dans mon bistrot préféré. Mais c'est lequel ? Très jolie chanson de Renaud, mon bistrot préféré. Sublime chanson, c'est son panthéon intellectuel français, les poètes qu'il préfère, dans un bistrot posthume qu'il imagine. Vous l'écouterez, vous qui êtes un fan de Bruce Springsteen ? Non, mais de Renaud aussi, j'avais un bandana quand j'avais 15 ans. Ah oui, voilà. Là, je valide pas le bandana. Mesdames, messieurs, l'actualité est sérieuse malgré ces petits sourires que nous vous offrons.
Nous sommes avec Didier Edjadi, sociologue universitaire et réfugié politique iranien que vous connaissez bien. Merci Didier d'être avec nous. Nous sommes avec Nivine Potros, l'infatigable enquêtrice de notre émission. Nous sommes avec le général Bernard Norlin. C'est formidable que Bernard Norlin soit avec nous parce que Bernard Norlin est aviateur et on va parler du déploiement des dispositifs, bonjour mon général, du dispositif américain en mer, mais avec bien évidemment la possibilité d'une intervention aérienne. Mais pas que d'ailleurs. Hein, non, pas que. Les troupes américaines au sol, sur le sol iranien. Figurez-vous que c'est une option sérieusement envisagée par l'administration Trump. Tout serait prêt, il ne manquerait plus que le go du président lui-même, Donald Trump. Nivine va nous l'expliquer dans un instant. En tout cas, Donald Trump a pris la parole sur l'Iran hier soir à l'occasion d'une avant-première, le documentaire sur sa femme Melania qui était présenté en grande pompe hier. Et donc, il a parlé de sujets d'actualité, dont l'Iran. Donc, tout est prêt, dit-il. Nous sommes puissants, mais il espère ne pas avoir allé jusqu'à utiliser la force. Écoutez. Nous sommes puissants militairement. J'ai renforcé l'armée pendant mon premier mandat et désormais nous avons une flotte aéronavale qui se dirige vers un pays appelé l'Iran. Et j'espère ne pas devoir utiliser cette force. Premièrement, pas d'armes nucléaires. Et deuxièmement, arrêtez de tuer les manifestants. Ils en tuent des milliers. Vous savez, j'ai empêché 837 pendaisons il y a 2 semaines. Mais ils vont devoir faire quelque chose. Bon, mesdames, messieurs, Nivine Potros, c'est absolument dingue, car depuis 8 jours, nous répétons, nous annonnons, vous savez que les journalistes ont parfois la fameuse tendance à chasser en meute et à répéter un peu les mêmes choses. Donc je m'en excuse si parfois on s'est trompé, mais nous avons sincèrement cru qu'il ne serait jamais question d'une intervention au sol en Iran. Tout le monde expliquait que l'Iran c'est un pays administré, avec des millions, tout de même, sur 90 millions d'habitants, des millions de soutiens du régime. Les Pasdaran, des centaines de milliers, des hauts fonctionnaires qui soutiennent le régime, leurs familles, leurs proches, les maires, les élus des grandes villes, enfin, les élus, c'est vite dit. Bref, donc l'intervention au sol, niet. Eh ben, en fait, ça reste une piste toujours sur la table, même explorée par le président des États-Unis, Nivine Potros. Même proposée par le Pentagone directement au président américain. Les Américains y réfléchissent de plus en plus sérieusement. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs responsables américains au New York Times. L'une des options, nous disent-ils, les plus risquées consisterait à envoyer secrètement des commandants américains pour détruire ou endommager gravement des éléments du programme nucléaire iranien, ceux qui n'auraient pas été touchés après les frappes de juin dernier. Donc, votre langue a fourché, vous avez dit des commandos. Des commandos. Donc, les Américains envisagent sérieusement, pardon de vous faire répéter 2 fois les choses, mais c'est tellement important, envisagent sérieusement la possibilité de parachuter, bref, d'envoyer des commandos américains, les mêmes unités que celles qui sont allées au Venezuela, sur les sites de production, d'enrichissement d'uranium, par exemple, où se conçoit la future éventuelle bombe atomique iranienne. Oui, effectivement, vaut mieux le répéter parce que ça peut paraître invraisemblable, mais c'est en tout cas l'une des pistes sur laquelle travaille très sérieusement le Pentagone, des militaires américains sur le sol iranien. Cette opération terrestre, elle pourrait effectivement, vous l'avez dit Eric, ressembler à celle qui a été conduite pour amener à l'arrestation de Nicolas Maduro, avec des unités d'élite évidemment qui seraient prépositionnées à proximité et prêtes à intervenir dès que Donald Trump donnerait son feu vert. Je vous interromps. Le pouvoir... Je vous repasse la parole, parce que vous n'avez pas fini. Je la repasse dans un instant. Juste cette chose. Pourquoi est-ce qu'on fait fuiter à ce point des informations aussi stratégiques ? Enfin, franchement, moi, je suis le ministre de la Défense iranien. Je regarde LCI à midi comme tous les jours et je vois ce félon de Didier Edjadi sur le plateau et je dis, donc, je vais donc positionner à proximité des sites stratégiques iraniens des milliers de soldats de Pasdaran. Ils ont des armes conventionnelles très puissantes, une armée très solide, l'Iran. Donc si jamais il y a une menace d'intervention au sol des Américains sur ces sites-là, c'est extrêmement facile de les surprotéger pendant les jours qui viennent. Enfin, franchement... Je pense que Trump
et le Pentagone entretiennent le brouillard de la guerre. En fait, on ne sait pas ce qu'il va faire. À un moment, il dit, il y a des contacts, il l'a redit d'ailleurs encore hier soir, il y a des contacts, on va peut-être pouvoir négocier. Dans le même temps, dans le New York Times, on découvre, stupéfait, que la piste des forces spéciales, peut-être des Delta Force envoyées au cœur de Téhéran, est sur la table. Dans le même temps, vous avez la magnifique armada, pour reprendre l'expression de Trump, qui est prête. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton pour ouvrir le feu. Donc il y a une espèce de... Honnêtement, personne ne sait où on va et personne ne sait où Trump va. Donc vous laissez fuiter une information et je pense que là, au moment où on se parle, le régime des Mollahs est dans un flou total. Très bien. Étape suivante, deuxième étage de ma question. Ça veut peut-être dire que ce Trump un peu loufoque, un peu éthéré, un peu exalté, qu'on aime bien moquer en France et qu'il mérite d'ailleurs bien souvent, il est peut-être assez malin là, en multipliant les scénarios, en affolant l'exécutif iranien, en disant ça peut venir d'en haut, ça peut venir de la mer, ça peut venir d'une attaque au sol, ça peut être dans Téhéran, ça peut être sur les sites nucléaires, ça doit être l'affolement général. On sait très bien que l'ayatollah Khamenei a été il y a quelques jours se cacher dans son bunker souterrain, craignant une attaque pendant le week-end dernier d'ailleurs, donc ça doit les affoler terriblement. Vous savez, je fais une petite parenthèse à propos, sur une autre situation, Taïwan et la Chine. Trump avait dit Xi Jinping n'attaquera jamais Taïwan. Pourquoi? Because he knows I'm fucking crazy. Parce qu'il sait que je suis complètement fou, que je suis imprévisible. Et en fait, c'est une part, c'est vrai, de la diplomatie américaine. On ne sait pas ce que Trump va faire. Il est allé capturer Maduro à la surprise générale. On était à l'antenne ce matin-là. On a du mal à croire le message envoyé sur Truth Social par Trump. Je me souviens, la présentatrice de LCI, Anne-Chloé Beauté, est à ma place ce matin-là, et elle ne vous croit pas quand vous lui dites, ça y est, il a extrait Maduro de Caracas. He knows I'm fucking crazy. Ils savent que je peux être fou, je peux être totalement instable. Donc je pense que oui, dans la stratégie trumpienne de la gestion du monde, il en joue. Et là, les ayatollahs, ils ne savent pas sur quel pied danser au moment où on se parle. Totalement. Et nous non plus d'ailleurs. Non, nous non plus, c'est vrai. Totalement imprévisible, mais en attendant quand même, ces forces spéciales dont vous parliez, ou les forces commandos, elles s'entraînent activement. Elles se préparent, effectivement. C'est l'autre information du New York Times qui précise bien que ces forces américaines, elles s'entraînent déjà depuis un certain temps à ces missions qui comprendraient donc des incursions terrestres pour cibler les sites nucléaires, les autres sites à grande valeur. On se souvient qu'effectivement, pour l'arrestation de Maduro, là aussi, ça avait nécessité des mois d'entraînement. Vraisemblablement, les soldats américains en font de même. Les militaires seraient prêts, mais c'est Trump qui hésite. Pourquoi ? Parce qu'à plusieurs reprises ces derniers jours, il a évoqué l'échec de l'opération menée, souvenez-vous, par Jimmy Carter. C'était en 1980 pour libérer les 52 otages américains détenus à Téhéran. Il y avait eu des problèmes techniques, une tempête de sable, plusieurs hélicoptères des forces spéciales s'étaient crashés. Cet échec, ça lui avait coûté sa réélection et ce souvenir, Donald Trump dit que ça l'a totalement traumatisé. Cette image a marqué le président Trump au point qu'il en a reparlé dernièrement à certains de ses conseillers. C'est vraisemblablement cet incident qui, pour l'instant, l'empêche de donner son feu vert. Et puis, c'est très intéressant. Donald Trump, tout comme ses plus proches conseillers, ont parfaitement conscience que l'opération à Téhéran sera bien plus compliquée que celle menée au Venezuela, d'où ce feu vert qui tarde à être donné. Vous avez été très précise, Nivine Potros, merci à vous. Avant d'aller voir Didier Edjadi, on va aller voir notre général Bernard Norlin. Bon, je n'ai pas de questions pour vous. Enfin, j'en ai 100 000, mon général, mais j'aimerais justement ne pas vous contraindre avec une question fermée et que je voudrais plutôt que vous me donniez votre sentiment sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ces informations nouvelles dont nous disposons. Oui, merci de me donner la parole largement. Je vais essayer de pas en abuser. Non, c'est comme il vient d'être dit. Évidemment, il y a eu un écran de fumée qui est actuellement dispensé sous l'égide de Donald Trump par l'état-major américain pour cacher les véritables intentions d'une éventuelle action militaire en Iran. Donc ça, c'est le boulot des militaires de faire ça.
c'est le boulot de la CIA et des experts de faire ce genre de manipulation de l'information, de désinformation. Parce que effectivement, quand le but qui était avoué d'aller finir le travail sur les installations nucléaires, bon, on comprend plus très bien. C'est fait exprès parce que on aurait pu penser que les Américains allaient plutôt s'occuper de permettre un renversement de régime, de venir au secours de tous les personnes qui ont été massacrées, la population qui a été massacrée en Iran ces derniers temps. Donc voilà, on comprend plus bien les objectifs et je pense que comme ça a été dit, bien sûr, c'est fait exprès. Alors pour la possibilité d'une attaque au sol et de l'envoi au moins de commandos. Bon, on a rappelé la tentative avortée du temps de Jimmy Carter. Je le redis encore une fois, c'est une opération très risquée, très compliquée. Alors, si c'est quand même cette possibilité évoquée, c'est que manifestement les Américains ont des assurances sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils ont certainement les réseaux israéliens en Iran et des réseaux américains mis en place par le CIA qui peuvent actuellement leur donner des informations, fixer des objectifs précis, mettre en place un plan d'action pour des éventuels commandos. Mais dans cette hypothèse-là, ça ne serait manifestement une option dans Téhéran, ce qui est évidemment très 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 risqué. Et je pense que évidemment les Iraniens se préparent à de telles éventualités. Alors, restez avec nous, mon général. Bien évidemment, alors les Iraniens, Didier Djadi, le pouvoir des mollahs réagit avec vigueur, il a redoublé. Parce que si, effectivement, il y a des tentatives d'échange, de discussions, de négociations en coulisses entre les mollahs et les Américains, la réalité c'est qu'en façade, alors le discours anti-américain a été multiplié par 10 ces dernières heures, c'est absolument terrible. Regardez par exemple un des derniers exemples en date. Si Trump pense pouvoir mener une opération rapide et tweeter 2 heures plus tard que l'opération est terminée, il rêve. L'ampleur de cette guerre s'étendra à l'ensemble de la région, depuis le régime sioniste jusqu'aux pays qui accueillent des bases américaines à proximité de nous. Voilà, le porte-parole de l'armée iranienne à la télévision. Voilà. Bon, mais est-ce qu'il n'a pas un peu raison ? Est-ce qu'il n'a pas un peu raison ? S'attaquer à l'Iran, c'est un risque d'embrasement dans toute la région. Si on poursuit sur cette idée d'envoyer des forces spéciales, c'est quand même pas la même mayonnaise, si je peux me permettre cette expression un peu triviale, d'aller à Caracas, une ville de 3 millions d'habitants, capturer Maduro avec une opération qui, sur le plan technique, a été... sur la légalité, on peut en discuter, mais sur le plan technique, c'était parfaitement réussi, que d'envoyer des forces spéciales à Téhéran, une ville de 10 à 15 millions d'habitants, avec des gardiens de la Révolution qui sont très bien équipés, très bien armés, et qui sont préparés. Enfin, on n'est pas du tout sur la même échelle. Et je pense que le risque de force spéciale, de force commando à Téhéran est immense. Moi, personnellement, j'y crois pas. Vous disiez, on vous a raconté depuis 8 jours, il y aura pas Je reste persuadé, je prends un risque, qu'il n'y aura pas de force spéciale à Téhéran. C'est trop dangereux. En plus, avec le souvenir de 80 de Jimmy Carter que Nivin évoquait. Didier Djadi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je rappelle que vous êtes tous les jours en lien avec la diaspora iranienne d'une part, et deuxièmement, vous avez des Iraniens de l'intérieur, d'Iran, qui vous parlaient. Bon, vous défendez l'idée qu'une partie non négligeable des Iraniens, des opposants, rêvent de cette intervention américaine, même si vous dites, attention, il ne faudrait pas qu'elle coagule, qu'elle solidifie une espèce de sentiment patriotique qui pourrait se réaliser autour du pouvoir actuel. Bon, très bien. Ça, j'ai compris. Alors, est-ce que vous croyez vraiment... Enfin, d'abord, vous connaissez, vous, les forces du régime. Vous savez où elles sont. Franchement, c'est pas le Venezuela. Là, on a une armée entraînée, une culture militaire, des officiers supérieurs qu'on voit partout, des soldats des passes d'Aran remontés, en plus, personnellement remontés contre l'ennemi américain, le grand Satan américain. Mettre un djihad au sol en Iran, c'est pas le Venezuela. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, absolument. Si la caractéristique, effectivement, de la stratégie américaine, c'est de garder un flou,
une incertitude. Est-ce que le président américain va y aller ou pas? Ça fait partie d'une stratégie consciente adoptée par le président américain, justement pour tromper les responsables islamistes en Iran. D'un autre côté, le régime islamiste, je regarde les médias, etc., mais également la télé iranienne, il est véritablement dans une situation inédite. C'est à la fois, il y a beaucoup de propagande à la télé, là, qui n'est pas très regardée d'ailleurs par la population iranienne, et en disant qu'effectivement tous les grands chefs militaires viennent faire de la publicité, de la propagande, en disant qu'effectivement les Américains ils vont voir ce que eux ils vont voir, et en même temps ils disent justement, vous avez évoqué l'incident technique, plutôt je pense en 80, eh bien ils disent le sort des Américains sera toujours effectivement par rapport à ce qui s'est passé à Tabas en 80. C'est-à-dire on leur fera subir la même honte, la même humiliation qu'il y a 46 ans. Et en même temps, si vous voulez, moi je pense que le système aujourd'hui est très très perturbé. Il y a un certain effondrement interne sur le plan économique davantage. Par exemple, les billets, disons, iraniens, ça manque cruellement sur le marché là. Les quoi, les billets. L'argent liquide. L'argent liquide, c'est véritablement, il en manque. Et dites-moi, il y a une chose qu'on a appris, nous, que vous nous avez dite, c'est que beaucoup d'Iraniens nous disent, c'est que effectivement ils ont cette télé officielle, de télévision de propagande toute la journée, mais désormais ils ont des paraboles. Et donc les Iraniens voient les télévisions Iran International, par exemple, qui est une télévision d'opposition qui dit tout ce qu'on dit. Donc ils sont informés des réflexions de Donald Trump sur une intervention militaire au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de l'Iran. Absolument. L'Iran International, c'est la chaîne la plus regardée en Iran, qui est envoyée par satellite, si vous voulez, et les chaînes nationales islamiques en Iran n'est pas du tout regardée, si vous voulez. Donc la population en Iran est informée régulièrement grâce à cette chaîne à l'étranger, si vous voulez, et concernant la stratégie américaine, eh bien, ils disent vraiment à chaque fois, quand je suis en conversation avec eux, ils souhaitent profondément à ce qu'il y ait une intervention américaine. Mais néanmoins, il y a aussi, pour une petite partie donc de la population que j'ai entendue, ils sont à la fois inquiets par rapport aux conséquences éventuelles futures, si vous voulez, mais immédiatement, ce qui est absolument souhaité, à ce qu'il y ait effectivement une intervention américaine ciblée, sur les points suivants, à la fois Khomeini, mais également les centres de décision, mais également le reste, s'il en reste encore, des sites nucléaires, mais également concernant donc le régime iranien, justement dans le Golfe Persique, etc. Ils veulent qu'il y ait véritablement une action sur ces 4 directions. Général, justement sur les sites nucléaires, ça nous interpelle parce que Nivine, en lisant la presse américaine, elle le voit visiblement, les commandos américains se prépareraient à intervenir pour détruire encore un peu plus ces sites nucléaires. Donc en Iran, comment est-ce que c'est possible que des commandos puissent faire davantage de dégâts que les frappes massives américaines du mois de juin ? Ah bah si, bien sûr, c'est en étant sur place qu'effectivement on peut être beaucoup plus précis dans la neutralisation de ces sites nucléaires, beaucoup plus que des frappes, même si elles sont extrêmement précises sur des installations. Il y a des parades qui ont été mises en place par les Iraniens qui ont donc certainement fonctionné. Donc sur place, quand je dis c'est beaucoup plus facile, c'est extrêmement difficile, mais à mon avis, c'est plus efficace, c'est certain. Mais moi, je crois que le nucléaire dans ces circonstances, c'est un écran de fumée, c'est un faux prétexte. Ça ressemble beaucoup aux armes de destruction massive de l'Irak en 1900 à la deuxième guerre du Golfe en 2003. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un prétexte. Parce que pour l'instant, les installations nucléaires, elles sont quand même relativement endommagées et neutralisées,
que tout le débat autour du nucléaire iranien, c'est une très longue histoire, c'est très complexe, c'est beaucoup plus. Il faut absolument s'éloigner des schémas simplistes qui sont évoqués en général par les Israéliens à ce sujet. Donc voilà, je crois que c'est vraiment un prétexte. Je pense pas que bien sûr ils peuvent faire une opération commando, ça serait peut-être moins risqué, notamment en matière de dégâts collatéraux et en matière de pertes civiles dans la population aérienne, plus que dans une attaque à Téhéran même. Merci Général Norlin. Je rappelle que Général Norlin milite depuis des années pour le désarmement nucléaire, et qu'il a été le directeur de l'IHEDN, prestigieuse école militaire. Bon, merci à vous, mesdames, messieurs. Ça veut dire que dans les prochaines heures, les prochains jours, nous en apprendrons davantage sur ce que souhaitent faire les Américains. En tout cas, ils sont en train de brouiller les pistes. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Restez avec nous parce que je jubile. Je dois vous dire que je jubile, ma chère Magali. C'est son dossier depuis. On n'avait même pas commencé l'émission au mois d'août que déjà il parlait de Javier Milei, le président libéral qui a cassé la bureaucratie argentine. Je suis fasciné par ce personnage. Bon, il n'y a pas que du bien chez Milei, mais il y a beaucoup de bonnes choses à voir. Et très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on va en parler? Parce que le prix Nobel d'économie, Monsieur Aguillon, qui a quand même aidé Emmanuel Macron dans la construction de son programme économique, est un centriste, qui a même appelé à voter à l'époque François Hollande plutôt que Nicolas Sarkozy. Donc il y a même un tropisme de centre-gauche chez ce prix Nobel d'économie. Eh bien là, il encense littéralement le président ultra-libéral de l'Argentine. Et ça, mesdames, messieurs, ça me plonge dans une joie immense. On va en débattre. Je sais que Magali n'est pas tout à fait sur ma ligne, ni Isabelle Saporta, ni Renaud Pila, mais restez avec nous, à tout de suite. Mais quelle joie, les amis, quelle joie, parce que je vais vivre sans doute le moment sur le plan éditorial et journalistique le plus joyeux et le plus exaltant depuis la rentrée du 26 août 2025, voilà, ici. Que vous avec Magali, on a pris ce studio, on s'est installé ici. Depuis 15 ans. Et ce débat, je l'attends, Pascal Perry, depuis des jours. Pascal Perry est là, Renaud Pila est là, Isabelle Saporta est là, Magali Lunel est là. Et là, mesdames, messieurs, c'est mon quart d'heure. Alors, venez pas m'embêter, c'est mon quart d'heure. Figurez-vous. On prend un bouquin, alors. Si, parce que c'est un débat. Alors moi, je déteste débattre avec des gens qui sont d'accord avec moi. Donc, ne vous gênez pas. Le prix Nobel d'économie, mesdames, messieurs, qui s'appelle Philippe Aguillon, qui est français, qu'on aime bien, qui donne des cours ici, etc., qui est un homme plutôt de gauche. Ce prix Nobel d'économie avait appelé à voter plutôt Hollande que Nicolas Sarkozy. Quand Macron arrive au pouvoir, il l'aide sur son programme économique de centre, je dirais de centre-gauche ou de centre-droit. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est pas un méchant dogmatique d'extrême droite. Cet homme a enfin dit du bien de je dirais pas de mon modèle, faut pas exagérer, mais d'un personnage politique que je trouve assez intéressant et qu'on a tendance un peu à mépriser, nous, les Français. Je parle de l'Argentin Javier Milei, totalement folklorique, pas si aligné sur Donald Trump qu'essaient de le dire certaines personnes, même si Trump est son allié politique. Ce Milei a réalisé des choses assez extraordinaires. J'en ai terminé. Je suis heureux. Allez-y, débattez, les amis, parce que moi, je suis fasciné par ça. On va donner quelques chiffres. Effectivement, sur le plan macroéconomique, il y a de très très belles performances. Finances publiques sont excédentaires pour la deuxième année consécutive. En Argentine, ouais. Les finances publiques, je répète, les finances publiques sont excédentaires dans ce pays qui est archi-endetté. Pas mal. L'inflation est à son plus bas niveau depuis de nombreuses années. Elle est à 31,5%. Contre, on s'en souvient, plus de 210% en 2023. Voilà. Le taux de croissance devrait atteindre 4,5% en 2025. Il devrait être supérieur encore en 2026. Résultat, donc le président argentin reçoit des lauriers, notamment du FMI, et donc, vous l'avez dit, de Philippe Aguillon, prix Nobel de l'économie en 2025. Le français, écoutez. C'est ce que fait Milei. Milei est arrivé, il y avait une corruption excessive en Argentine qui décourageait l'entrepreneuriat et l'innovation. Et je pense qu'il crée un environnement plus propice à l'innovation et à la création de nouvelles entreprises. Voilà, il était sur un point très précis, la lutte contre la corruption et donc le fait qu'aujourd'hui, grâce à Milei, on crée des entreprises beaucoup plus facilement. Moi, je tiens à dire, Pascal, vous avez la parole, je tiens à dire une chose. C'est qu'en France, comme nous avons une vieille tradition
contre le libéralisme Étatiste. économique. Oui. Et voilà, contre le libéralisme. Absolument. On a toujours eu une presse, des journalistes et des intellectuels qui ont dit du mal de ce Milei et qui ont toujours dit oui, mais attention, ça va pas, les gens sont pas contents sur le plan intérieur. Ce qui est vrai, il y a des mécontents, hein. Oui. Mais enfin, on a toujours montré le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, et il y avait quand même pourtant de quoi dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, je pense d'abord qu'il fallait rétablir les fondamentaux de l'économie argentine, qui était une économie complètement pourrie, gangrénée effectivement par la corruption, la distribution de l'argent public. On distribuait de l'argent à tout le monde, si vous voulez. À la fin, il n'avait plus aucune valeur. Alors, c'est ce qui produit aussi de l'inflation. Quand on augmente la quantité monétaire, la masse monétaire sur un marché, c'est le premier facteur d'inflation. Donc, il est revenu à des choses plus simples. On va rétablir les équilibres. On va pas distribuer de l'argent à droite à gauche. On va privatiser. On va assurer la décision juridique centrale. C'est central. C'est que les lois sont éclaircies, enfin sont expliquées, les lois sont simplifiées, le modèle de fonctionnement de l'économie est simplifié, les décisions des tribunaux, enfin les tribunaux disent le droit, si vous voulez, pour dire les choses encore plus simplement. Et donc ça a incité évidemment tous ceux qui hésitaient à venir investir en Argentine, parce que l'Argentine c'est quand même un grand pays. Il faut se rappeler quand même que ça a été un des pays les plus riches du monde. Ça a été la première grande économie d'Amérique du Sud. Il y a des productions agricoles, il y a des minerais, il y avait une petite industrie. Alors bon, donc il a rétabli tous ces fondamentaux. Évidemment, ça se fait jamais sans douleur, c'est-à-dire qu'on distribue plus d'argent. Il y a des gens qui étaient socialisés, mais avec de la monnaie de singe, qui ne le sont plus. J'attire votre attention néanmoins sur le fait que Philippe Aghion soutient d'abord l'innovation. Oui. Philippe Aghion, c'est l'économiste de l'innovation. C'est lui qui dit en substance, et il a raison, ce sont les innovations non pas incrémentales, mais les innovations de rupture qui produisent la valeur aujourd'hui. Et ce qu'a fait Milei, c'est-à-dire lutte contre la corruption, lutte contre la bureaucratie, avec un cadre juridique clair, c'est ce qui permet à ce pays de reprendre l'initiative dans le domaine de l'innovation. Et il a 1000 fois raison. Bon, ben voilà. Merci Pascal, je vais y aller. Je vous souhaite un bon week-end. Alors là, ça fait votre week-end, là. Là, vous êtes content. Heureux. Ouais. Mais je suis heureux, j'en ai tellement marre qu'on caricature le bilan de cet Argentin, qui est, comme le type est un peu à une personnalité, un tantinet loufoque. Vous savez, il a une tête, on dirait le chanteur d'Oasis, voilà. Bon, voilà, avec son look, sa coiffure, etc. Eh bien, on se dit, comme il a un look loufoque, sa politique est forcément, c'est du n'importe quoi. Eh bien non, Renaud Pila. Eh bien non, Isabelle Saporta. Oh là là, le regard noir d'Isabelle Saporta. Méfiez-vous. On va aller en Argentine tout à l'heure parce qu'un de nos journalistes est allé sur place voir qu'il y a peut-être deux économies. Mais alors on n'y va pas là, en fait. Non, le débat d'abord peut-être. Non, mais j'ai cru que vous disiez on va en Argentine. En fait, moi je suis très gênée par tout ça parce que effectivement les populistes et les grands prédateurs s'appuient toujours sur des constats qu'on partage en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on partage le problème de la suradministration, que partage Philippe Aghion depuis toujours. On partage toutes ces problématiques. La question, c'est qu'est-ce que ça va donner et pourquoi cette mise en scène ? Parce que vous dites, on le prend pour un tocard. Enfin bon, c'est quand même lui qui s'est baladé avec une scie sauteuse, enfin une tronçonneuse, qu'il a offert sa tronçonneuse en or à Musk. Bon. Moi, je vais vous dire un truc. C'était symbolique, qu'est-ce que vous voulez dire ? Bah oui. D'accord, non, mais c'est vrai, la vie politique. Les Argentins, ils sont un peu, exaltés. Non, mais il y a les Trumpistes, il y a partout. Enfin, maintenant, c'est le clown, c'est clown parti. Vous savez très bien que pour gagner des élections en 2026. Il faut une scie sauteuse. Enfin, il faut un tantinet, manier l'excès et la démesure pour. De com. Présentez-vous alors, Eric. Je suis tout ce qu'il y a de plus mesuré. Et surtout, je ferai jamais de politique. Alors là. Alors, écoutez, en tout cas, moi, je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'il va falloir revoir. Là, moi, quand je vois le budget qu'on a en France, qui est quand même effrayant, et que personne n'ose dire les choses, c'est-à-dire qu'en fait, quitte à s'endetter, surendetter, c'est pour créer un chemin, et que c'est pour créer de l'avenir, et c'est effectivement pour créer des innovations. Je trouve ça dramatique, et je peux vous dire que j'arrête pas de rencontrer des politiques, et tous ceux que je vois là, qui vont se présenter à la présidentielle, je leur dis, il y a deux choses. Il y a deux choses, il n'y en a pas 10 auxquelles il faudra penser. L'éducation. L'école. L'éducation et l'industrialisation. J'ai mon péri dans la tête. Je vais vous raconter, je vais faire un petit pas de côté. Je vais juste vous raconter un truc qui va vous faire vraiment plaisir. Ce matin, je me suis agacée sur RTL de quoi ?
Il y a eu, je sais pas si vous l'avez, je suis sûre que vous l'avez vu vous ce matin, la CNIL, donc l'informatique et liberté, qui a mis 5 millions d'amendes à France Travail parce qu'il y a eu une fuite de documents. Ça veut dire que une administration d'État met 5 millions d'amendes à une autre administration d'État pour un problème qu'elle a causé qu'à nous. Et donc ça, c'est sûr que tant qu'on a des administrations qui se renvoient le truc, qui se mettent des amendes et que rien n'est résolu en France, on est mort et on se prendra peut-être un Milei. Isabelle Saporta, Renaud Pila, vous qui avez applaudi ici même lorsque Jean-Louis Borloo est venu à parler de la pathologie de l'État, des petits hommes gris qui ont pris le pouvoir en France, les contrôleurs qui contrôlent les contrôleurs qui contrôlent les contrôleurs. Bon sang, on n'a pas besoin. Alors vous appelez ça du populisme, c'est pas du populisme. Quoi, alors mais dire. Pardon, c'est quoi comment peut-on dire aux Français il y a trop de bureaucratie dans notre pays sans être populiste? Quel mot utiliser? Mais moi je suis désolée. Quel mot utiliser? On dit comment? Les socialistes avec leur budget là, pour moi c'est du populisme. Quand ils disent mais vive les retraités, donnons-leur un trimestre en plus, c'est du populisme. Quand ils sont là en train d'essayer de trouver la nourriture, à 1 euro pour tous les étudiants, alors que les bourgeois n'en ont pas besoin, c'est du populisme. Pardon, allez-y. Renaud Pila. Ouh là là, le Pila me regarde aussi avec son œil bleu-noir. Non, mais vous avez effectivement, Milei, une grande réussite, c'est la lutte contre l'inflation. Parce que l'inflation, c'était terrible pour la pauvreté. Et on a au premier semestre 2025, on a eu les chiffres, un recul de la pauvreté. Parce que moi, je regarde la pauvreté. Il y a une extrême pauvreté. En Argentine? Oui. Il y a une extrême pauvreté qui était à 9%, qui est tombée à 7%. On a la pauvreté, c'est-à-dire l'extrême pauvreté, il y a des gens qui ont faim. La pauvreté, on était, je crois, à 38%, on est tombé à 31%. Pourquoi? Parce que l'inflation, qui est 200% d'inflation, vous pouvez pas. Vous sortiez avec vos billets, le temps d'aller au supermarché, ça avait pris 5%. Donc là, il y a un réel succès. En revanche, et même Milei l'a reconnu, il n'y a pas une matérialisation. Les gens n'ont pas l'impression encore que dans les supermarchés, que dans leur vie quotidienne, la vie est meilleure. Et ça, il y a un écart entre les résultats macroéconomiques et le ruissellement. Et ça, on va devoir attendre encore quelques mois. Alors, on va le regarder parce que l'un de nos journalistes, Pierre Galassio, est allé en Argentine pour voir comment ça se passait. Effectivement, il y a une économie à deux visages, puisque des Argentins, notamment dans la classe moyenne inférieure, souffrent de cette politique. Regardez dans leur quotidien. On le regarde tout de suite. Est-ce qu'après, vous m'autorisez à faire le débat qui est écrit en bas? Faut-il une révolution à la Milei en France? On pourra parler de ça après? C'est la vraie question. C'est la vraie question, d'accord. Donc regardez les Argentins mécontents, parce qu'il y a toujours le petit reportage qui nous montre les Argentins mécontents pour bien dire que le libéralisme c'est méchant, voilà. Mais il y a des conséquences. Alors, je veux bien qu'on ait ce débat. Mais on donnera aussi des exemples concrets de cette politique dans le quotidien des Argentins et dans l'avenir de cette économie. Est-ce qu'à un moment donné, c'est viable sur plusieurs années? Pierre Galassio. Luciana travaillait au ministère du Développement social, qui n'existe plus. Elle aidait les personnes en difficulté à la suite de catastrophes et se déplaçait sur le terrain. Voilà le badge qui me permettait de rentrer dans les bureaux. C'est dur. J'ai travaillé pendant 20 ans ici et ils m'ont renvoyé, comme ça. Aujourd'hui, ces anciens bureaux sont vides. Une politique violente qui a pour l'instant mis un terme à un taux d'inflation parmi les plus élevés au monde, plus 100% en 2022, plus 200% en 2023. Les très pauvres ont été relativement épargnés par la tronçonneuse, tout le contraire des retraités. Leurs pensions ont été gelées il y a 2 ans. Au pire moment de l'inflation, leur pouvoir d'achat s'est effondré. Avec seulement 200 € de retraite par mois, Marissa ne s'achète plus de viande et le lait est même devenu plus cher qu'en France. Cette bouteille coûte 1,40 €. Il y a 1 an, c'était 70 centimes. Je ne crois pas aux chiffres officiels. Les prix continuent d'augmenter lentement, oui, mais ça augmente. Ce patron d'une PME dans le textile était pro-Milei au début. Mais maintenant, il a l'impression que le remède est pire que le mal. Faute d'activité, il a dû licencier 1/4 de ses 250 salariés depuis 1 an. L'inflation a ralenti, oui, mais les Argentins ne consomment plus. Et impossible d'augmenter nos prix. Sans consommation, il n'y a plus d'emploi. Alors, concrètement, les chiffres, c'est ça aussi. On avait les chiffres macroéconomiques, des grosses performances, mais on parle du quotidien des Argentins, c'est quoi? C'est 280 000 emplois, surtout industriels, qui ont été détruits. C'est 20 000 entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Donc,
chômage augmente. C'est une grande désindustrialisation. C'est la consommation qui est en repli. Est-ce que ce déséquilibre peut être dangereux ? Il n'y a pas de désindustrialisation. Ça, c'est un mythe. Alors, toutes les analyses le disent. Oui, pardon, parce que, mais c'est un mythe. Non, c'est un mythe. C'est une blague qu'on vous raconte, qu'on raconte à l'opinion internationale. Attendez. Dans les réformes structurelles de cette nature, il y a toujours une période de transition douloureuse. Dans cette période de transition douloureuse, il y a des perdants. Les fonctionnaires. Mais pardon, en Argentine, une partie des emplois de fonctionnaires, c'était des emplois fictifs. Ils venaient au bureau, on les payait, ils n'avaient aucune utilité. Deuxièmement, vous avez une partie du secteur privé. Il y a ça en France aussi, l'emploi fictif. Il y a ça en France aussi, oui. C'est peut-être ce à quoi vous... Est-ce qu'il y a ça à LCI ? Il n'y a pas ça à LCI, non. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tapé sur les fonctionnaires, je me réjouis. Non, mais... Arrêtez tout le temps. En France, on a une quantité de fonctionnaires qui est très inférieure à ce qui existait en Argentine. Merci, heureusement qu'on a Pascal Perry pour défendre les fonctionnaires. Non, parce que c'est quand même utile d'avoir des hôpitaux, des policiers, des magistrats, sinon on serait en banque. Mais je poursuis. C'est probablement ce que Magali évoque. Une partie du secteur privé était subventionnée. Corruption, je vous fais pas un dessin. Les enveloppes circulaient dans tous les sens avec les péronistes. C'est-à-dire qu'ils avaient mis l'économie argentine en coupe réglée. Milei, au moins, fait la transparence. Il dit, écoutez, maintenant, le marché, il doit être sincère. Vous n'êtes pas compétitif, pof, afuera. Vous dégagez. Et c'est comme ça un petit peu partout. Donc, la période de transition, elle est douloureuse. Et tout à l'heure, vous souleviez déjà le débat. Cette politique d'assainissement, qui est une politique qui a été la politique du FMI, et de la Banque mondiale pendant très longtemps, une politique d'ajustement, il faut la conduire le temps qu'on retrouve les équilibres, les grands équilibres. Ensuite, il faut l'amender. On peut pas y aller à la tronçonneuse pendant 10 ans, si vous voulez. On utilise la tronçonneuse pour ramener les grands équilibres, la monnaie, l'inflation, la quantité de monnaie sur le marché. Vous pensez qu'on peut faire cette purge en France ? La dette. Malheureusement, etc. Merci Pascal, très bien. J'ai parfaitement. Vous avez noté le truc ? J'ai tout noté. J'ai tout noté. Donc maintenant, regardez ce qui est écrit en bas. Faut-il une révolution libérale, un choc libéral dans la France, dont on dit que c'est un pays quand même suradministré, même s'il l'est moins que... Parce que désormais, pays communiste qui a réussi. Voilà, la France est le seul pays communiste qui a réussi. C'est Gorbatchev qui avait dit ça ? Moi, je sais pas qui l'a dit, mais il avait raison. Il avait raison. Désormais, vous notez les interventions, vous. Ouais. 14... 19 sur 20, vous êtes à 12 sur 20, mais vous pouvez remonter. C'est maintenant. Ouais, si je suis collé, ça me fera une RTT. Tiens. Alors, si on se retrouve effectivement avec la même philosophie en France, ça changera. Ça changerait. Vous vous souvenez de Nicolas Sarkozy ? Avec moi, ça va changer. Ça n'a pas changé. Vous vous souvenez sous Jacques Chirac, il était colbertiste, il était socialiste. Non, mais c'est vrai. Dans le plan économique, oui. On a une droite qui est socialiste en France. Je vous donne juste un exemple et j'en ai terminé. Je suis très court aujourd'hui. Vous avez les agences d'État, par exemple. Il y a un visiteur de Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu voulait supprimer des agences d'État. Il en existe 1500. Ils redondent avec l'action des ministères. Donc c'est de la redondance quasi pas systématique, mais très souvent. Sébastien Lecornu voulait le faire. Eh bien, il a dit à un de ses visiteurs que lorsque au Sénat, le Sénat c'est de droite, c'est les sénateurs, ils sont élus par les élus locaux. Lorsqu'il a proposé des suppressions d'agences, la droite au Sénat a dit ah non mais pas celle-là. Bien sûr. Ah non mais pas celle-là, mais tu rigoles, pas celle-là. Une autre. Ah non mais ça plus tard. Non mais t'as vu la situation, donc c'est impossible. Vous savez, la politique de l'offre, la politique libérale, il n'y en a pas en France. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi on les coupe pas, les agences en France ? Parce que c'est là qu'on replace tous les copains une fois qu'ils sont plantés aux élections. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, c'est toujours pareil. Les anciens ministres, les anciens députés qui sont plantés. Il y a 600 000 personnes dans les agences. Non. Non, mais attendez, il y a des agences. Les amis, il y a des agences. France Travail est une agence de l'État, donc il y a des agences qui servent quand même. Très bien. Est-ce qu'on était obligé de reconduire le commissariat au plan et de mettre Clément Beaune à la tête du commissariat au plan ? Est-ce qu'on était obligé de mettre la ministre au grand débat ? Je ne sais plus comment elle s'appelle, d'ailleurs, la ministre de Sarkozy, dont Joanneau. Tout ça, qui d'ailleurs ne s'était pas occupé du grand débat, parce qu'elle avait décidé que sa commission du grand débat ne s'occuperait pas du grand débat. Donc, est-ce qu'on est obligé de replacer tous les copains et les coquins ? J'en sais rien, mais pour le moment, on aime bien. Ouais, c'est ça. Allez, merci beaucoup en tout cas pour ce débat. Vous restez avec nous, on va continuer un autre débat. Faut-il avoir travaillé dans sa vie pour être président ? C'est la question qu'on vous pose.
parce que le ministre de l'économie n'a pas trop apprécié les critiques de Jordan Bardella et donc il lui a renvoyé une petite pique bien sentie. On vous la fera découvrir tout à l'heure. Il n'a jamais travaillé. Il dit qu'il n'a jamais travaillé dans une entreprise. Bardella, c'est vrai ça? Oui, il a jamais. Il est trop jeune pour ça. Bien sûr. Allez. Il est pas mal. Non mais on commence pas le débat. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant. Mesdames, messieurs, je vous annonce, Magali Lunel, un débat qu'on va souvent avoir dans la perspective de la présidentielle 2027. Jordan Bardella a-t-il le CV suffisant pour devenir président de la République, intégrer l'Élysée? Ça, on va l'entendre tout le temps. J'ai presque un peu de compassion pour le patron du Rassemblement national parce que ça va être tous les jours maintenant pour lui. Sauf s'il n'est pas candidat. Sauf s'il n'est pas candidat. Marine Le Pen peut être candidate du RN. Bon, vous vous souvenez, hier, on vous en a parlé, c'est l'attaque, les critiques de Jordan Bardella à l'encontre du ministre de l'économie qui a permis la vente d'une entreprise française dans le secteur de la défense à un groupe américain. Ça avait inspiré cette réflexion à Jordan Bardella, alors que le réarmement de la France est une nécessité vitale, alors que le monde qui vient remet en cause toutes nos certitudes, eh bien les macronistes, dit-il, approuvent la vente d'un actif stratégique au cœur de l'industrie de défense française sans aucune contrepartie. Voilà, donc ça c'était une société. Ça, c'était une société, de la Corrèze, corrézienne qui fabriquait des ventilateurs, des systèmes de refroidissement pour les chars, pour les hélicoptères et même pour les Rafales. Donc, Bardella estime que c'est un bien national, et qu'on n'avait pas à le vendre. Qu'il ne faut pas le vendre. Bon. C'est le ministre de l'économie qui a donné son go, donc la critique visait Roland Lescure. Eh bien, Roland Lescure lui répond aujourd'hui. Regardez, ça ne lui a pas du tout plu. Je n'ai certainement pas de leçon de souveraineté à recevoir de quiconque. Jordan Bardella n'a jamais mis les pieds dans une entreprise. Il défend le grand capital le lundi pour mieux le taxer le mardi. Et donc, cette réaction du ministre de l'économie nous a inspiré une réflexion, parce qu'en creux, il y a quand même le fait, tu n'as jamais travaillé, tu n'as pas ton mot à dire parce que tu connais rien. Est-ce qu'il faut effectivement avoir travaillé pour se présenter à une élection présidentielle? Moi, je considère que c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet, évidemment, Jordan Bardella le sait. Ses proches essaient de l'anticiper, mais plus que son âge, c'est le sujet parce que il y a quelques semaines, il y a eu une émission où il était face à des Français et la question a été posée de son âge. Et la plupart des gens, vraiment, une immense majorité disaient non, c'est pas l'âge. Vous pouvez avoir 30 ans à la tête d'une entreprise qui a 15 000 personnes. Vous pouvez être prix Nobel à 35 ans. Vous pouvez être. En revanche, il n'a jamais travaillé. Ça, en tout cas, il le disait énormément. Toutes professions confondues. Des chefs d'entreprise qui disaient, il présente bien, il est bien, il parle bien. Mais j'ai un souci, il a jamais bossé. Il a jamais bossé dans l'entreprise. Donc il libéralise son projet par rapport à Marine Le Pen. Aucun n'a jamais mais effectivement, oui, mais c'est lié aussi à son âge. Je me souviens, Isabelle, je me souviens 2017 élection présidentielle, c'est l'année où Emmanuel Macron est candidat. Et le candidat socialiste s'appelle Benoît Hamon. Et il y a la même information qui circule sur lui, il n'a jamais bossé, etc. Donc moi je me souviens, à RMC, je fais une émission pour vous dire la sensibilité de ce thème. Benoît Hamon m'avait téléphoné à l'époque pour me dire mais ne dites pas ça parce que j'ai quand même travaillé un peu, etc. Donc il avait travaillé, bien sûr il avait travaillé, bon pas vraiment dans une entreprise, mais il avait essayé de me démontrer qu'il avait travaillé. C'est vous dire si cet argument marque les esprits. Et aucun n'a travaillé en entreprise. Mais même Macron, c'est quoi? C'est quelques mois. Je veux dire, Chirac, ce sont des carrières politiques. Alors, soit on considère que la carrière politique, c'est de la merde. Pardon, cette grossièreté. C'est rien du tout. Et donc, au fond, il faut aller chercher les politiques dans la société civile. Pardonnez-moi, mais on l'a vu avec le macronisme, quand on est allé chercher les politiques, je me marre toute seule, les politiques dans la société civile, c'est pas qu'on ait eu que des cadors. Soit on considère que la politique, c'est un métier, et dans ces cas-là, écoutez, il est dans le métier depuis qu'il a 12 ans, 10 ans, 16 ans, je sais pas, enfin... 16 ans. Il est tombé dedans, c'est comme Obélix, il est tombé dans la potion magique, à peine il savait marcher. Donc, moi, je trouve que, si vous voulez... Soit on considère que toute notre classe politique est nulle et non avenue et il faut un dégagisme. On l'a fait avec Macron, c'était le dégagisme d'en haut. On devait avoir la société civile, on devait avoir des gens qui avaient travaillé en entreprise. On a eu les mêmes, on a eu les mêmes. Et les quelques personnes qui ont travaillé en entreprise se sont révélées aussi nulles, voire plus, que les politiques qui connaissent leur métier. Donc, c'est pas les plus brillants qui ont démissionné, qui ont mis un terme à leur carrière pour devenir députés. C'est pas les plus brillants aussi. Et on peut aussi considérer que la politique... On n'a pas vu, je sais pas, Guillaume Pépi dire je quitte la
la SNCF pour devenir député à 6 000 euros. Parce que la politique est décrédibilisée maintenant. La réalité, c'est qu'on a eu des gens moyens, Et par ailleurs, voire médiocres. Mais j'en sais rien, mais par ailleurs, la politique est un métier. Moi, j'aimerais mieux qu'on fasse venir des gens très talentueux en politique, et ce qui ne marchera jamais si on écoute toutes les propositions démagogiques de ne pas les payer, qu'on fasse venir ces gens-là en politique et considérer que la politique est un métier. Donc moi, ça ne me gêne pas qu'il n'ait pas travaillé en entreprise. Ce qui me pose un petit peu problème, pour tout vous dire, c'est son âge. Parce que je me rends compte, à l'âge qui est le mien, je veux dire, qu'on ne réagit pas de la même manière à 20 ans, à 30 ans, qu'à 50 ans, à 60 ans ou à 70 ans. À 30 ans, on a des certitudes, on est persuadé que c'est comme ci, comme ça la vie, etc., etc. Et un président très jeune avec des certitudes, vous savez, on en connaît un, il est caché derrière des lunettes de soleil en ce moment, il s'appelle Emmanuel Macron. Certainement, il les a plus d'ailleurs. Les plus brillants qui soient. Oui, vous avez raison, mais bourré de certitudes. Oui, mais Isabelle, là. Donc, non, moi je préférerais une vieille ou un vieux là. Oui, non, mais là. Team senior. Non, mais il y a une nuance très forte à apporter, c'est que vous prenez des exemples, Jacques Chirac, François Mitterrand, évidemment qu'ils n'ont pas travaillé dans l'entreprise, mais à quel âge ils sont devenus chefs de l'État? Ils avaient. Donc vous dites l'inverse de ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, pas du tout. Son âge ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'a pas travaillé en entreprise. Non, travailler tout court. D'accord. Diriger un parti, c'est pas travailler. Ah bon, c'est quoi? Non, c'est pas travailler. Lorsque vous êtes, attendez, Chirac, Mitterrand, des années de labour, il n'a jamais été élu au suffrage universel. Jordan Bardella, il n'a jamais été élu. Député européen, c'est un scrutin proportionnel, c'est un scrutin de liste. Vous êtes pas. Tout ce qu'il fait, Bardella, c'est pas que je vais pas me retrouver moi à défendre Bardella. C'est pas tout ce qu'il fait. C'est pas tout ce qu'il fait. Vous pouvez, vous avez le droit. Mais je dis, c'est un vrai sujet. Et il y a répondu, il dit effectivement, j'ai pas 40 ans, j'ai pas 50 ans. Je peux rien changer à mon âge. Rien changer à mon âge. Il a cette réponse. Je dis que c'est un vrai sujet qu'il va devoir traiter si il est candidat. Parce que tous les présidents, ils ont eu soit une carrière de patron de département, de député. Chirac, maire de Paris. Chirac, maire de Paris. Chirac, maire de Paris. C'est vrai que Chirac, maire de Paris. L'économie et l'entreprise, c'est tellement important puisque c'est l'entreprise qui s'enrichit et c'est grâce à l'enrichissement qu'on redistribue, qu'on fait du social. C'est tellement important que Christine Lagarde présidente. On pourrait presque exiger. Qu'il ait au moins travaillé dans l'entreprise, le président de la République. Le seul qui a baissé le déficit en France, c'est Thierry Breton. Le seul, depuis 40 ans, Thierry Breton. Vous restez avec nous, on va repartir en Iran dans un instant parce que la tension reste maximale au Moyen-Orient. Vous le savez que cette armada américaine qui est en place depuis plusieurs jours, elle n'attend, cette armada, que le feu vert de Donald Trump. Donald Trump qui envisage sérieusement une intervention de troupes au sol, ces boys américains, ces commandos, ces forces spéciales à Téhéran. Est-ce que c'est possible? Il y a des informations de presse qui sont extrêmement intéressantes. À tout de suite. Est-ce qu'on pourra parler du Canada aussi? Parce que il veut vraiment, ça se précise, annexer le Canada, Donald Trump, mesdames, messieurs. Bon, à tout de suite. Il fait un temps à regarder LCI. Mais Renaud Pila, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il fait toujours un temps à regarder LCI. Et en particulier cette émission remarquable, Brunet sans filtre. Remarquable. On m'a dit qu'elle était sublime. Remarquable. Vous allez bien, mon Renaud? Vous croyez tout ce qu'on vous dit? Oui, donc j'ai un petit filtre. Vous savez que le général Chauvency, nos fidèles, le général Chauvency vient de m'avouer que s'il n'a pas été, s'il n'est pas venu sur notre plateau la semaine dernière, c'est parce que la fois précédente, on ne lui avait pas assez donné la parole. Donc soyez vigilants, ne parlez pas trop, sinon on perd Chauvency. Et si on perd Chauvency, on perd notre âme. On perd notre âme. Non. J'en fais peut-être trop, non? On perd la guerre. Bon, mon général, votre présence est importante aujourd'hui car ce n'est pas une fake news, c'est vrai. Donald Trump et les Américains, le Pentagone, envisagent très sérieusement une intervention au sol, en Iran. Nous pensions que c'était un fantasme, qu'on ne pouvait pas refaire en Iran ce qui avait été fait au Venezuela, et on s'était installé dans cette idée assez confortable. La phrase de Maurice Barrès, je l'adore, « Revêtons nos préjugés, ils nous tiennent chaud ». Revêtons nos préjugés, ils nous tiennent chaud. Donc là, on avait revêtu nos préjugés, on se disait, intervention au sol, jamais. C'est envisagé. Peut-être. On a quelques informations de presse américaine à vous dévoiler avec Nivin Potros. Mais d'abord, Donald Trump, une nouvelle fois, a évoqué l'Iran. Hier soir, il participait à une avant-première du film documentaire consacré à sa femme. Ça s'appelle Melania. On y reviendra dans un instant parce qu'il s'est passé des choses intéressantes au cours de la soirée. Et donc, au cours de cette soirée, il a pris la parole sur les sujets d'actualité, dont l'Iran.
On a une force incroyable, dit-il, extrêmement puissante, mais j'espère qu'on n'ira pas jusque-là. Nous sommes puissants militairement. J'ai renforcé l'armée pendant mon premier mandat et désormais nous avons une flotte aéronavale qui se dirige vers un pays appelé l'Iran. Et j'espère ne pas devoir utiliser cette force. Premièrement, pas d'armes nucléaires. Et deuxièmement, arrêtez de tuer les manifestants. Ils en tuent des milliers. Vous savez, j'ai empêché 837 pendaisons il y a 2 semaines. Mais ils vont devoir faire quelque chose. Voilà, est-ce que ça veut dire qu'il laisse quand même encore la porte aux discussions, aux pourparlers? On va en discuter évidemment sur le plateau, mais d'abord, l'information de la nuit, c'est que visiblement, des forces spéciales américaines sur le sol de l'Iran et même à Téhéran, la capitale, est envisagée sérieusement par l'administration Trump. Ouais, Nivine Potros, attention, hein. Là, je plaisante pas, c'est votre intervention la plus grave, dans le sens gravité, non, de l'année. Non, parce que très sérieusement, ça paraissait fou à tout le monde. Il y a encore 24 heures, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue avec Renaud et Isabelle. On se disait, mais non, jamais au sol, c'est pas possible. Bah, apparemment, si. Et ce qui est d'autant plus fou, c'est que c'est le Pentagone en personne qui a suggéré cette piste au président Donald Trump, envoyer donc des soldats américains directement sur le sol iranien. L'option, elle est envisagée de plus en plus sérieusement. C'est ce qu'affirment plusieurs hauts responsables cités par nos confrères du New York Times, qui disent quoi? Eh bien que l'une des options les plus risquées et pourtant envisagées consisterait donc à envoyer secrètement des commandos américains pour faire quoi? Pour détruire et endommager gravement des éléments du programme nucléaire iranien, ceux qui n'ont pas été détruits lors des bombardements de juin dernier. Vous l'avez compris. Les fameux sites enfouis dans les montagnes, très enfouis. Exactement. Eh bien, des troupes au sol pourraient être envoyées prochainement pour détruire ces sites iranien. Cette opération terrestre, donc, elle pourrait ressembler finalement à celle qui a conduit à l'arrestation de Nicolás Maduro. Évidemment, vous en souvenez, c'était il y a un peu moins d'1 mois, avec des unités d'élite qui seraient prépositionnées à proximité et qui attendraient seulement le go du président pour intervenir. Selon le New York Times, ça aussi c'est très important, les forces américaines, elles s'entraînent actuellement, elles s'entraînent même depuis un certain moment à des missions comme celle-ci qui incluraient donc des incursions sur des sites nucléaires iranien. On se souvient évidemment pour l'arrestation de Nicolás Maduro, les soldats américains s'étaient entraînés pendant des mois et des mois. Vraisemblablement, ils en font de même avec une intervention en Iran. Tout est prêt, ou presque. Pour l'instant, si les Américains n'y vont pas, c'est parce que Donald Trump hésite. Pourquoi il hésite? Parce qu'il a une image en tête, celle de l'échec de l'opération de Jimmy Carter. Souvenez-vous, c'était en 1980 pour libérer 52 otages américains qui étaient détenus en Iran. Le problème, c'est que on se souvient, les hélicoptères qui étaient chargés d'aller chercher ces otages, ils avaient tout simplement été détruits, s'étaient crashés dans le désert iranien. Cet échec cuisant, il avait coûté à Carter sa réélection, et cette image, elle a profondément marqué Donald Trump, au point qu'il en parle régulièrement à la presse américaine. Il en a même parlé récemment à des proches conseillers. C'est pour ça qu'il ne donne pas son go. Il veut éviter un échec à la Carter. Selon le New York Times, s'il hésite aussi, et là aussi c'est important, c'est qu'il a conscience que ça va être beaucoup plus compliqué qu'au Venezuela. Toujours selon ses hauts responsables, Trump et ses principaux conseillers sont parfaitement conscients qu'une opération de suivi en Iran serait bien plus complexe que celle menée évidemment au Venezuela, d'où ce feu vert qui tarde encore à être donné. Bon, alors là, mon général, d'abord, première chose, qu'est-ce que c'est que cette façon de procéder, de donner à l'ennemi qui regarde forcément LCI ou d'autres chaînes? Je rappelle qu'en Iran, il y a des paraboles. Tout le monde regarde les chaînes occidentales, et Iran International, cette chaîne d'opposition qui émet depuis l'étranger. Donc, franchement, les télés du régime, les Iraniens n'en ont rien à faire. Ils regardent, nous, les Américains, les Anglais, les Espagnols, que sais-je. Bon, mon général, qu'est-ce que c'est que cette façon de procéder?
de dire finalement à l'ennemi iranien, on va peut-être envoyer des missiles, on va peut-être intervenir au sol, on va peut-être attaquer les grands bâtiments administratifs, on va peut-être s'en prendre à l'ayatollah Khamenei. Il leur donne leurs clés. En préliminaire, déjà, une opération audacieuse doit être réussie. Donc, dès lors qu'on a des chances d'échec, on hésite à la mettre en place. C'est un préliminaire. Deuxième temps, rappelez-vous ce qu'ont fait les Israéliens, quand même, il y a quelques mois. Ils ont quand même réussi à s'installer correctement en Iran et à frapper là où ils voulaient. Donc, c'est aussi un exemple qui montre que c'est possible. Ça veut dire aussi que s'il y avait quelque chose de ce type-là, les Israéliens seraient forcément associés à l'opération d'une manière ou d'une autre. Et puis, dernier point, pour répondre complètement à votre question, c'est une opération, ce qu'on appelle, nous, de déception. C'est-à-dire d'induire en erreur l'adversaire pour lui faire croire qu'on va attaquer de telle manière, à tel endroit. Alors, on le dit publiquement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en face? Obligatoirement, on se prépare. Et si on se prépare, on se disperse. Il y a aussi une forme peut-être de une inquiétude. Vous croyez que c'est bien joué, en fait? Si c'est une opération de déception, oui, et je pense que c'est une opération de déception. Il s'agit de disperser les forces, et puis d'ailleurs, on parle de forces spéciales, je veux bien, mais c'est pas les forces spéciales qui gagnent les guerres. Et il n'y a même pas de forces de Marines embarquées avec le groupe aéronaval aujourd'hui, sauf erreur. Donc il n'y a pas, à part les forces spéciales comme dans les films, je vois mal un film bien se dérouler dans le cadre iranien. Donc on est en train d'affoler, en gros, le pouvoir iranien, peut-être de rassurer indirectement la population iranienne en disant, il y a peut-être des Américains qui viendront, mais moi, personnellement, je ne crois pas plus que vous n'avez cru auparavant, je ne crois pas à une opération terrestre. Elle est terriblement dangereuse, et de toute façon, c'est pas là que la décision se remportera. Puisqu'il faut le rappeler, l'armée iranienne, c'est du sérieux. C'est des gens engagés, mobilisés, qui détestent le grand Satan américain, et ils ont une capacité quand même à mettre devant les sites nucléaires, à mettre des armes, des soldats pour nuire à tout projet de soldats commando héliportés. On a trois forces. On a la force de l'armée régulière. En Iran. En Iran, oui, la force régulière, l'armée régulière, les Pasdaran et les Bastidji, qui sont des milices en quelque sorte. Je suis pas certain que ce soit l'armée régulière qui protège les sites nucléaires vu leur sensibilité politique. Il est possible que ça soit aussi les Pasdaran. L'armée iranienne est peu entraînée, elle a peu de moyens parce que le pouvoir s'en méfie. Restent les Pasdaran, et les Pasdaran sont quand même suffisamment nombreux. En tout état de cause, si vous dispersez leurs forces pour protéger l'ensemble des infrastructures, il y a bien un moment, il y aura une faiblesse si elle est identifiée. Et les personnes sur le terrain qui sont, à mon avis, déjà sur le terrain, que ce soit américains ou Mossad, vont bien renseigner. Et après, on verra peut-être les frappes réelles, et non pas forcément des opérations spéciales se faire, mais les frappes réelles, aller là où il faut, parce qu'en plus, on va les voir bouger, les gens. Ils font ça ou ça. Donc, une fois qu'on aura la cartographie, finalement, des cibles réelles, là où vont les Iraniens pour protéger les sites sensibles, là, on aura des cibles tout à fait désignés pour la frappe aérienne. Donc, vous confirmez, donc vous ne croyez pas à cette opération terrestre, pour autant, vous pensez qu'il y aura bien une opération militaire américaine? Oui, pour une raison peut-être pas celle que l'on croit. On voit mal aujourd'hui comme une opération militaire de ce type puisse changer le régime. Il fallait le faire il y a 3 semaines quand si ça avait été possible. Ce n'était pas possible, les forces n'étaient pas là. Donc la révolte se transformera pas en révolution. En revanche, affaiblir d'une part le régime iranien, oui. D'un autre côté, Trump est un peu coincé. Il faut bien qu'il sorte. Avec, je dirais avec le succès, un succès, et le succès, c'est ce qu'on entend depuis maintenant quelques jours, c'est une dénucléarisation au moins partielle de l'Iran. Il lui faut ce succès. Donc, et là, ça démontrera que tout ce qu'il a mis autour a eu du sens. Et finalement, après, je conclurai là-dessus, il laissera les Iraniens se débrouiller avec des problèmes internes. Ouais, c'est ça. Mais il doit sortir de la tête haute de ce dossier parce qu'il l'a promis. Et puis, il avait incité les manifestants à sortir dans la rue, à noter le nom de leur bourreau. Il avait dit, si la ligne rouge, c'est-à-dire si le régime réprime son peuple, j'interviendrai. On le sait maintenant, il y a une répression extrêmement sanglante. C'est-à-dire qu'en effet, maintenant, il est un peu coincé, Trump. Et il doit trouver une solution pour s'en sortir par le haut. Je pense que le scénario idéal pour lui est encore celui de la négociation, d'arriver quand même à faire revenir le régime à la table des négociations, et que peut-être toute cette pression militaire, dans son esprit, elle pourrait l'amener à ça. Et ça lui permettrait, en effet, de dire, vous voyez, j'ai déplacé le porte-avions, j'ai déplacé cette armada, mais j'ai réussi à faire peur au régime qui aujourd'hui va par la négociation revenir à la table. Là, le ministre des Affaires étrangères iranien à l'instant dit qu'il est prêt à reprendre les négociations sur le nucléaire si ces négociations se passent dans le calme et dans le respect mutuel. Autant dire qu'on n'y est pas encore complètement, mais donc il y a cette idée de la pression. Moi, je suis très frappée par quand même ce qu'on lit dans la presse américaine ce matin, en effet, parce que l'idée générale, c'est
par rapport à il y a 15 jours, 3 semaines, au moment où Trump nous disait l'aide arrive, enfin disait aux manifestants l'aide arrive, le Pentagone fait fuiter, fait savoir, parce que c'est vraiment l'idée d'intimider, que en plus on propose en effet à Donald Trump aujourd'hui des options bien plus larges que ce qui avait été proposé au départ. C'est-à-dire que maintenant qu'on a pris le temps de réfléchir un petit peu au niveau de l'armée américaine, en plus on a une palette d'options qui s'est considérablement élargie. Si ça c'est pas fait pour affoler le régime, vous savez pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est vraiment l'idée. On est dans un régime qui est déjà extrêmement paranoïaque parce que on a vu quand même lors des frappes du mois de juin à quel point le Mossad avait réussi à infiltrer considérablement le régime, savait pertinemment où se trouvait chacun. Enfin, on a quand même le chef des gardiens qui a été éliminé, donc ils ont quand même des informations extrêmement précises. Et là, on est vraiment, encore une fois, dans une manœuvre vraiment d'intimidation, de déstabilisation. Mais c'est vrai qu'à un moment, Trump va devoir prendre une décision. Et est-ce que, alors, ce sera certaines frappes et pas d'autres, mais il va devoir sortir la tête haute. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué qu'au Venezuela. Ah bah ça, le régime iranien qui montre les muscles depuis plusieurs jours en affichant des slogans, en affichant des drapeaux américains, le sang des boys américains. Là, c'est le porte-parole de l'armée qui a pris la parole à la télévision d'État et il lance un message directement à Donald Trump. Attention, tu fais ça, il y aura des conséquences. Si Trump pense pouvoir mener une opération rapide et tweeter 2 heures plus tard que l'opération est terminée, il rêve. L'ampleur de cette guerre s'étendra à l'ensemble de la région, depuis le régime sioniste jusqu'aux pays qui accueillent des bases américaines à proximité de nous. Alors Renaud Pila, c'est une défense un peu, je dirais pas pathétique, mais bon, ils sortent, si je puis dire, la bombe atomique sur le plan argumentaire et disent si vous nous touchez, il y aura un embrasement général. Toute la région sera à feu et à sang. C'est vous qui aurez provoqué ça. Oui, bon, c'est le service minimum. De toute façon, c'est le genre de déclaration qu'il y a toujours avant une éventuelle frappe. Non, moi je pense, d'un point de vue politique, parce que là on a parlé du point de vue militaire et du risque des opérations, mais d'un point de vue politique, je comprends vraiment l'hésitation de Donald Trump, parce que il a baissé en popularité sur le front intérieur à cause de l'inflation. Les Américains n'ont toujours pas assez dans leur porte-monnaie de provisions. Trump passe son temps à dire que le prix de l'essence a baissé, c'est vrai, mais c'est pas assez. Et donc sur le plan intérieur, les sondages sont mauvais. On lui crédite quand même la politique extérieure et on lui crédite son influence sur le monde. Si vraiment il y avait des victimes, ça voudrait dire que les Américains sont moins forts que les Israéliens. Et ça, je pense que même pour la région, ça serait très négatif. Ça se ferait pas sans les Israéliens, s'il y avait une action. Je sais pas, mais en tout cas, pour le renseignement, il peut y avoir une comparaison. Sans les Israéliens. Non, ça me paraît pas probable. Je pense que les Israéliens participeront d'une manière ou d'une autre. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, mais peut-être au niveau du renseignement. Je sais pas s'il y aurait des troupes au sol israéliennes qui combattraient. Non. Donc et il y en aura pas d'américaines non plus. Effectivement, s'il y a des pertes avec un commando. C'est extrêmement compliqué pour Donald Trump à 6 mois des élections législatives. Qu'est-ce que vous avez vu aussi, la marine iranienne, elle affirme qu'il y aura un exercice militaire, je cite, à Tirel dans le détroit d'Ormuz, donc c'est dans le golfe Persique, un exercice avec la Chine et la Russie. Et donc ce serait dimanche et lundi. Est-ce que, c'est possible? Parce que pour l'instant, ni Pékin ni Moscou n'ont confirmé. Et 2, est-ce que c'est une façon de dire, vous voulez agir, il va falloir faire vite, parce que alors nous... c'est un exercice géant. Il y a plusieurs points. D'abord, c'est des tirs réels, ça veut dire qu'on va avoir des bateaux complètement armés pour la guerre. C'est ça. Les tirs réels veut dire que c'est des armes pour tuer. Donc, c'est pas des munitions d'exercice comme on le fait d'habitude. Déjà, c'est un message. Deuxième message, pour savoir la réalité des Russes et des Chinois, combien ont-ils de bateaux dans la zone? Pour l'instant, personne n'en parle. C'est facile à savoir. La Chine a quelques bateaux pour assurer la lutte contre la piraterie. La Russie, sa flotte, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Donc, je pense plutôt à une forme de gesticulation militaire, et vous avez raison de souligner, on n'a pas la confirmation ni des Russes, ni des Chinois, et je pense qu'ils doivent réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans ce type d'exercice, parce que c'est une forme de provocation. Oui. Et maintenant, comment réagirait Trump? Trump va pas attaquer le premier. La question, c'est que s'il y a des tirs à balles réels, il peut y aussi avoir une bavure. Tout dépend de où se placera cet exercice. Est-ce qu'il va commencer à venir titiller la flotte américaine? Là, je pense que ce sera un jeu un peu dangereux. Oui, puis c'est une menace de parler évidemment du détroit d'Ormuz, par lequel passe quand même
20% du brut mondial. C'est une façon de faire passer le message que les Iraniens ont aussi des moyens de pression et des moyens de riposte face à une éventuelle intervention. Et on sait qu'en ce moment, ce sont notamment les leaders des monarchies du Golfe qui appellent à la Maison-Blanche pour essayer justement de calmer le jeu et dire il y a encore une voie pour des négociations, parce qu'ils craignent notamment la déstabilisation du marché pétrolier. C'est absolument fou. Ce Donald Trump a 50 000 fers au feu. C'est fou parce que maintenant on va ouvrir un autre chapitre. C'est le chapitre du Canada. Bien évidemment, c'est le Canada pour nous occidentaux européens. Pouvoir dire que je souhaite mettre la main sur le Canada, c'est aussi ubuesque, inentendable, incohérent que je souhaite pouvoir mettre la main sur le Groenland, qui est un territoire du Royaume du Danemark, qui fait partie de l'Union européenne. Ça nous semble totalement fou. Et pourtant, sur ce sujet aussi, Donald Trump insiste. Et il insiste tellement qu'il va jusqu'à faire se rencontrer des Canadiens qui sont des indépendantistes d'une des nombreuses provinces canadiennes et qui sont allés à Washington pour voir s'il y avait possibilité d'être soutenus dans un projet indépendantiste au Canada, voilà, par les États-Unis, tout simplement. C'est une information du Financial Times qui raconte l'administration Trump a tenu des réunions secrètes avec des séparatistes marginaux de la province canadienne de l'Alberta, riche en pétrole. Les dirigeants de l'Alberta Prosperity Project, alors j'imagine que c'est une entreprise, souhaitent organiser une nouvelle réunion avec des représentants de l'État et du Trésor pour solliciter une ligne de crédit de 500 milliards de dollars pour financer la province si un référendum sur l'indépendance était adopté. Donc voilà, ce sont des informations de presse, mais effectivement, a priori, l'administration Trump à coup de dollars, encore une fois, pourrait agiter quelques velléités indépendantistes. Ça plaît pas d'ailleurs, ça plaît pas du tout aux Canadiens. Vous imaginez l'humiliation ? Bien sûr. C'est comme, attendez, pardon pour le parallèle, c'est De Gaulle qui en 1967 va au Canada pour dire vive le Québec libre. Quand on y pense, moi j'adore vive le Québec libre. Je trouve que c'est l'acte le plus romantique du général De Gaulle dans son action politique. C'est sublime, vive le Québec libre. Vous êtes gaulliste, vous ? J'adore vive le Québec libre. Je trouve que c'est magnifique. Quand j'entends des émissions sur ce sujet, je pleure comme un enfant depuis toujours. Et puis, c'est pour les Québécois, ça a été enfin la reconquête, quand même les gueux du Canada, il faut bien le dire, dans les années 60. C'est la reconnaissance enfin du frère, parce que c'est pas des cousins, c'est des frères, les Québécois, c'est des Français qui sont partis, c'est des Français. Ils sont partis de Normandie, de Touraine, du Pays Basque. Bon. Donc, moi, je trouve ça magnifique, mais vous imaginez les autorités canadienne à l'époque. Mais comment ? C'est comme si quelqu'un venait dire, c'est comme si le Premier ministre anglais venait dire vive le Pays Basque indépendant, vive l'Alsace indépendante dans une visite officielle à Paris, c'est dingue. Bon ben là c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de Gaulle, mais à petite échelle. Mais on a Donald Trump qui, en effet, est bien décidé à essayer de déstabiliser le Canada. Il faut quand même se rendre compte dans quelle situation est le Canada aujourd'hui. Vous avez au nord, ils ont le Groenland avec les menaces de Donald Trump ces derniers temps. Et maintenant, on apprend que en effet, des leaders indépendantistes de cette région de l'Alberta, qui est en effet une région, là on retrouve le pétrole évidemment, qui est une région riche en pétrole, ont des contacts avec la Maison-Blanche et que la Maison-Blanche est en train d'essayer de pousser, d'encourager à ce référendum d'initiative citoyenne sur l'indépendance. Vous savez que le Premier ministre canadien a reçu une standing ovation à Davos la semaine dernière lorsqu'il a appelé justement à tenir tête et en disant les puissances moyennes doivent s'allier face à Trump. Si on fait un petit pas de côté, pardon, parce que là on commande du Trump tous les jours. Si on fait un petit pas de côté depuis qu'il est arrivé. D'abord, c'était le MAGA, c'était le conservateur qui était censé gagner au Canada. Rien que de voir Trump, ils ont voté McCartney, qui n'avait aucune chance, on est d'accord. Là, le Canada, c'était comme ça à la vie à la mort. Depuis qu'il est arrivé, il a dit que ce serait le 51e État. Maintenant, il essaye de faire main basse sur l'Alberta. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont allés voir les Chinois. Enfin, pardon, quoi. On est d'accord que les Canadiens sont allés voir les Chinois, que les Anglais, que Keir Starmer est allé voir les Chinois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agitation, la vitupération permanente de Donald Trump,
donne exactement l'effet inverse de ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'on était dans la doctrine d'Unro. Les États-Unis, donc l'Amérique latine, mais tout le continent américain, c'était chez lui. Chez lui, il préfère parler aux Chinois qui considèrent au fond plus stable, et on sait à peu près où ils vont. Mais c'est la loose, mais loser Donald Trump, c'est la loose totale pour le moment. Alors figurez-vous, je voudrais vous faire écouter quand même. Au Canada, il y a plein de provinces, je ne sais pas si elles ont statut d'État, mais en tout cas, ils ont chaque province a un Premier ministre. Le Manitoba, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Québec, bien sûr. Et là, c'est le Premier ministre de la province d'à côté. Alors, c'est pas l'Alberta, c'est la Colombie-Britannique, magnifique province canadienne, sublime, anglophone, plutôt anglophone. Voilà ce qu'il dit à propos, de ces indépendantistes de l'Alberta qui sont partis en douce à la Maison-Blanche pour voir si on pouvait accélérer un éventuel processus d'autodétermination. J'ai lu un article du Financial Times hier soir à propos d'un groupe de personnes venant d'Alberta. Je ne décrirai pas comme Albertains ceux qui sont allés à la Maison-Blanche rechercher l'aide des États-Unis pour diviser notre pays. Je comprends le désir d'organiser un référendum pour parler des solutions. Nous voulons parler du Canada. La liberté d'expression est importante. Mais aller dans un pays étranger et demander de l'aide pour diviser le Canada, il existe un vieux mot pour décrire le fait d'aller voir une puissance étrangère et de lui demander son aide pour démanteler un pays souverain, c'est de la trahison. Traître ? Oui, mais ça, c'est le sens de l'évolution. Ma parole tout de suite. Juste une chose. Je voudrais pas faire de parallèle entre Donald Trump et le Troisième Reich, c'est pas du tout mon sujet. Non. Mais dans la stratégie d'occupation de l'Europe, d'asservissement de l'Europe, Hitler fait une chose qui est très pensée. Il va voir tous les mouvements indépendantistes, notamment en France, les Bretons, notamment. Il va voir également toutes les colonies de l'époque, l'Algérie, etc. C'est pour ça qu'il crée ce qui est devenu plus tard RMC. Il met des émetteurs sur le bord du bassin méditerranéen pour envoyer de la propagande indépendantiste, sécessionniste, pour casser la France. Ensuite, les émetteurs ont été récupérés, RMC n'a rien à voir là-dedans, mais je trouve que c'est fascinant. Et le mouvement indépendantiste breton, qui a écouté Hitler, qui a eu des chefs bretons qui ont écouté Hitler et la Troisième Reich, a été plombé pendant des décennies. Je me souviens, moi j'ai commencé à France 3 Bretagne dans les années 80, 90, j'étais tout jeune présentateur, j'avais 20 ans et quelques. Je me souviens, on parlait des Bretons indépendantistes, à chaque fois qu'il y en avait un qui levait le doigt, on disait « Oh, honte à toi, vous avez vu ce que vous avez fait dans les années 40 avec le Troisième Reich, etc. » Donc voilà, c'est toujours une stratégie utilisée quand on veut affaiblir un pays. On va voir les indépendantistes qui sont à droite, à gauche, et on dit « on va vous donner des moyens, on va vous aider ». Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'on vit absolument plus dans le même monde qu'il y a même 10 ans ou 15 ans, parce qu'à partir du moment où vous avez des grands États qui veulent assujettir certains territoires, ils jouent de toutes les fédérations. Nous, c'est compliqué. On n'est pas une fédération, on a un État d'ailleurs beaucoup trop centralisé. La Grande-Bretagne, il y a des provinces. En Espagne, imaginez qu'on veuille démanteler l'Espagne, vous financez la Catalogne, en disant on fait des accords stratégiques uniquement avec la Catalogne, et Dieu sait si les Catalans sont fiers de leur région. Eh bien, désormais, vous avez Trump qui joue de toutes les provinces en regardant où, et vous avez entièrement raison, sont les mouvements indépendantistes, et en disant on va jouer comme ça de tous les mouvements. Mais avec aucun succès. Pour l'instant, aucun succès. Mais en tout cas, il joue de tout ça, et c'est pour ça que le monde aujourd'hui est extrêmement compliqué, parce que toutes les fédérations qui sont fragiles, on peut penser également, ça va mieux, mais on peut penser également à la Belgique, eh bien, sont menacées par ces grands empires. On peut penser aussi à la Chine qui veulent, et alors je parle même pas de l'Union européenne, ils veulent démanteler l'Union européenne. Non, mais alors sans aucun succès, certes, mais quand même, ça pousse les États à se préparer. On apprend auprès d'un quotidien canadien. Oui, enfin peut-être. Mais pardon, mais c'est le meilleur service qu'ils pouvaient nous rendre à tous, en fait. Je reçois un mot à l'instant, j'interromps, je reçois un mot à l'instant, ça m'émeut terriblement. Vous avez compris que moi, le Québec et De Gaulle, et de Fabienne Thibault. Fabienne Thibault, la chanteuse québécoise qui vit en France. Merci Eric pour ces propos qui me mettent les larmes aujourd'hui sur le Québec dans l'émission. Voilà, vive nos frères québécois. Et on la salue bien sûr. Et nos sœurs québécoises. Fabienne. Donc ça, comme vous dites, on a changé de monde. Ça pousse quand même le Canada, ces velléités de Donald Trump
à se préparer militairement à une éventuelle invasion des Américains. Mais vous imaginez dans quel monde on vit. Donc c'est un quotidien canadien qui le dit. Et selon lui, le Canada ne possède pas les effectifs ni l'équipement nécessaire pour repousser une invasion classique. Donc l'armée canadienne a modélisé un scénario d'invasion. Et voilà ce que prépare l'armée canadienne. Le modèle prévoit une guerre non conventionnelle où des groupes armés irréguliers ou des civils organisés utiliseraient embuscades, sabotage, frappes de drones et attaques éclairs. L'objectif, ce serait d'infliger de lourdes pertes aux forces occupantes américaines. On en est là. L'armée canadienne prépare un scénario d'invasion américaine. Alors, elle ne peut pas ne pas le faire, vu quand même les menaces évoquées par Donald Trump. Donc elle est obligée de faire quelque chose. En revanche, comme ils n'ont pas envie de payer plus pour leur défense, ils vont se contenter d'une armée au rabais, qui est une armée finalement composée beaucoup de réservistes, ne l'oublions pas, et pas beaucoup de gens d'actifs, et avec un territoire immense. Donc de toute façon, la seule réponse qu'ils puissent apporter, c'est effectivement cette menace de guérilla, finalement, avec des paysages, des territoires qui le permettent. Mais en arrivé là, on est vraiment dans le cas où le Canada serait vraiment envahi militairement. Vous imaginez le scénario. On est en train, sérieusement, qui aurait imaginé un truc pareil? Mais on est en train, je vous passe le micro, mais on est en train, enfin, prenons un peu de hauteur, d'envisager l'invasion militaire du Canada par les États-Unis d'Amérique. On est les derniers des Occidentaux, là, voilà. Les grands empires se forment, les Chinois, les Russes, tout le monde. Mais là, on a envie de se foutre sur la gueule, pour parler trivialement, entre les cousins canadiens. Et les Canadiens ont envie de rien, hein. Ils subissent les assauts de Donald Trump, qui est complètement délirant depuis le début. Et pour le moment, sans aucun succès. Enfin, je le rappelle quand même, c'est vraiment un foirage total. Vous avez vu la série La Servante écarlate? Vous vous souvenez de ça? L'Amérique devient une dictature, voilà, et le Canada est un espace de liberté où les victimes de cette dictature américaine vont se réfugier. Écoutez, on va être très bien avec les Canadiens. Moi, je trouve que c'est quand même une très bonne chose. L'Europe, le Canada, renforcement, Mélanie plus européenne que jamais. Écoutez, merci Trump, en fait. Je suis assez d'accord avec cette approche de merci Trump. Voilà. Parce que Trump, quel que soit le domaine, aujourd'hui, nous oblige à quand même à prendre en main notre destinée. Pour l'armée? Mais pour tous les domaines. Je crois que même notre réflexion sur notre positionnement dans le monde, pour l'instant, on était très soumis intellectuellement. Aujourd'hui, on a une opportunité de se désengager finalement de cette mainmise des États-Unis sur notre fonctionnement. Mais un autre sujet pour revenir au Canada et aux États-Unis, c'est quand même la question des frontières aujourd'hui. Ça fait quand même plusieurs années qu'on voit que toutes les frontières, petit à petit, sont remises en cause, en fonction non seulement des critères à l'ancienne, mais aussi parce qu'il y a des regroupements de population. On voit bien en Afrique, les frontières coloniales n'ont aucun sens aujourd'hui. Ça justifierait des guerres sur place. Donc aujourd'hui, c'est la remise en cause de tout le système post-1945. C'est aussi la remise en cause d'un principe qui est les frontières sont intangibles. On a bien vu depuis 1999 avec le Kosovo que les frontières n'étaient pas forcément intangibles, sinon même la Yougoslavie, c'est une autre manière. Donc aujourd'hui, on est bien dans une situation où n'importe qui peut se permettre de dire je vais remettre en cause la frontière issue d'hier parce qu'elle n'est pas adaptée à la situation d'aujourd'hui et de demain. Et donc derrière, il y a tout ce discours. Mais c'est pour ça qu'on fait ça sur l'Ukraine. Il y a des Wallons, donc des francophones wallons, qui sont rattachistes. Il y a un mouvement rattachiste qui veut être rattaché à la France. Et si la France récupérait la République française, la Wallonie, ce serait la 5e région administrative française au niveau du poids administratif. Moi, je suis rattachiste wallon et je suis pour le Québec libre. Voilà. Non, on salue nos amis flamands qui nous regardent. Mais je rebondis sur ce que dit le général Chevancy. Eh bien, vous avez énormément de diplomates qui disent mais pourquoi on aide l'Ukraine? Évidemment, c'est pour des raisons humanitaires, mais pas que. Les États n'ont que des intérêts. Les États ne font pas de morale. Malheureusement, ça peut décevoir beaucoup de gens en disant on devrait intervenir là, c'est pas possible de laisser ces massacres. Mais les diplomates, les diplomates, il y a de moins en moins de diplomates, maintenant il y a des Sherpas qui travaillent auprès des chefs d'État et de gouvernement. Mais pourquoi ils disent on soutient l'Ukraine si on laisse faire l'invasion d'un pays souverain, des frontières? C'est la voie libre au changement des frontières. Et comme les changements des frontières, c'est pas autorisé par l'ONU, mais comme l'ONU désormais est un astre mort, eh bien vous avez aujourd'hui des diplomates qui disent mais le 21e siècle, c'est le retour des guerres partout.
Si on laisse faire l'Ukraine, mais un tel va se dire, c'est parlé, je veux Taïwan. Un pays africain va dire, non, ça c'est à nous, le nord du Maroc. Regardez le Sahara occidental. Le Sahara occidental. Vous discutez avec des officiels algériens ou des officiels marocains, ils ne parlent que de ça. Et puis ça va être un autre pays, et puis un tel va vouloir rattraper une île. Et les fâcheries provoquées par le soutien français d'Emmanuel Macron, qui a d'abord soutenu la position algérienne sur ce Sahara occidental, puis la position marocaine. Je tiens juste à dire, mesdames, messieurs, que je n'étais pas sérieux quand je parlais du rattachement de la Wallonie belge à la France, je tiens à le dire. Et je salue d'ailleurs cette téléspectatrice de notre émission, Marie-France, qui est une Wallonne, qui m'écrit tous les jours, je ne l'ai jamais vue, mais elle m'écrit tous les jours. Et il y a beaucoup de gens qui nous regardent en Belgique, et vive la Belgique, et vive le Royaume de Belgique, et vive la paix entre Wallons et Flamands, bien sûr. Pour revenir à Trump et à quand même ces menaces, on a l'impression que chaque semaine, il y a un nouveau pays dans son viseur. Et l'exemple du Groenland, parce qu'on est quand même proche du Canada, c'est quand même que la fermeté paye face à Donald Trump. Il faut voir que quand même Donald Trump, il a reculé sur cette affaire du Groenland. Voilà, on ne sait pas du tout quel est le deal pour le moment qui, soi-disant, était sur la table. Est-ce qu'il y reviendra dans quelques semaines? C'est possible. Mais en tous les cas, la leçon certainement que Carney, le Premier ministre canadien, a tirée du Groenland, c'est qu'en effet, il faut un message de fermeté. Il faut vraiment affronter. Donald Trump est absolument furieux de la réaction de Carney. Vous savez qu'il a expliqué qu'il allait lui retirer la lettre d'invitation qu'il avait formulée pour rentrer au Conseil de la paix. Trump veut faire cette ONU bis. Il avait proposé au Canada d'y rentrer. Il a dit, vu la façon dont me traite le Premier ministre canadien, eh bien, ma lettre d'invitation, comme vous faites tout le temps, on la déchire. Et on a vraiment une réaction extrêmement agacée. Moi, je me demande quand même pourquoi Donald Trump fait tout ça, parce que à quel moment pense-t-il sincèrement que tout ça va fonctionner? Donc en fait, on est dans la déstabilisation pure, dans l'affaiblissement des voisins pour essayer d'augmenter, en effet, sa sphère d'influence. Mais on est vraiment, il nous teste en permanence. Il teste les lignes rouges. Alors, il est à l'inverse de ce qu'il veut, c'est ça. C'est vrai que sur le Canada, en fait, il est en train de pousser les. Mais je vous rappelle que Canada et États-Unis organisent cet été le mondial de foot. Conjointement avec le Mexique. Conjointement avec le Mexique. Alors avec le Mexique, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Mais entre et j'ai lu des papiers, un papier où on expliquait que les fédérations de football américaines et canadiennes sont maintenant impliquées dans la rivalité. On est censé, c'est dans 5 mois. D'ailleurs, certains disent qu'il faudrait boycotter ou autre. Mais c'est un événement qui était censé être américain au sens fort du terme du continent. Donc 2 jours, c'est ce que, pour reprendre la petite phrase qui est en bas de l'écran, 2 jours, c'est ce que dit l'armée canadienne. Nous ne tiendrions que 2 jours si les Américains décidaient de nous envahir. C'est vrai que ce qui complexifie les choses, c'est le budget de la défense américain, 1500 milliards de dollars. C'est sûr qu'on peut toujours fabriquer un peu plus de canons César en France. Les Canadiens peuvent toujours également eux aussi hausser leur niveau de jeu face aujourd'hui à l'effort de guerre américain. Et bon. Alors face aux Russes, on tiendrait une semaine, par exemple. On tiendrait une semaine face aux Russes. Isabelle dit Donald Trump, il obtient l'inverse de ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il resserre les unités. C'est ça. Par exemple, en Europe, effectivement, il y a une espèce de solidarité qui renaît. Et alors, spectaculaire, c'est spectaculaire. Ça va tellement loin que même l'Allemagne est en train d'encenser Emmanuel Macron. Vous le savez, le chef d'État français est devenu une superstar depuis son discours à Davos avec ses lunettes aviateurs sur le nez. Alors, il est la star des réseaux sociaux, son image est elle est reprise partout en une de presse internationale. Il y a même son discours For Sure a été remixé par des DJ stars. Et les enfants, surprise. Les enfants de notre rédacteur en chef, Justin Villelongue, qui ont 12 ans. Son fils, qui a 12 ans, c'est For Sure. Et maintenant, il discute avec un ami pour faire ses devoirs le soir, après le retour de l'école. Il dit OK, For Sure. Ouais, For Sure. For Sure, ouais. Allez, salut, For Sure. Superstar. Macron, superstar. Surprise. Hier soir, qu'est-ce qu'on a découvert? Un clip publié par le ministère allemand des Affaires étrangères. Regardez. He would immediately head right back for the mountains. But why? We do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism.
and we do prefer rule of law to brutality. It's a good place. And my guess is that it is largely underpriced by the market. European friends. Loyal, for sure. Competitiveness. For sure. Defense of freedom. For sure. Security. For sure. A rule of law. For sure. Justice, peace, respect. For sure. Europe must stand together. For sure. Alors, attendez, c'est très joliment fait, etc. Mais d'où ça vient? Qui parle là? Enfin, c'est Macron, mais qui publie ce clip? Les Allemands. Le ministère des Affaires étrangères allemand. Incroyable. Et qui met en avant l'unité de l'Europe, qui est une terre de, effectivement, là où c'est pas imprévisible, on a le droit pour nous et on a l'unité et chez nous c'est sûr. En reprenant donc le discours de Emmanuel Macron. Bravo les Allemands. Bravo les Allemands parce que dans l'unité franco-allemande, il y en avait toujours un qui était plus uni que l'autre. C'était la France. Ouais. Bon, les Allemands aimaient bien nous tenser en mode petite puissance secondaire, ce qui était un peu exagéré. Bon, et là que les Allemands fassent ça, franchement, Magali Barthès, bravo. Oui, non, mais ça montre en effet que, en fait, ce qui s'est passé sur le Groenland, moi je reviens parce qu'en fait c'est là-dessus parce que c'est le moment de l'unité. C'est-à-dire que le week-end où tout à coup Donald Trump menace les pays qui ont envoyé quelques soldats sur le sol du Groenland pour participer à une mission à des exercices de défense. À ce moment-là, c'est un moment d'unité. Donald Trump menace tout le monde de droits de douane et l'Europe enfin finalement arrive à parler d'une même voix, les Français, les Allemands, les Britanniques. Mais c'est vrai que ça, c'est tout à fait saisissant parce que ça montre que tout à coup, finalement, Emmanuel Macron arrive à parler enfin à ces Européens, parce que c'est quand même son combat de départ, la souveraineté européenne, la souveraineté stratégique. Mais les Allemands ont très peu écouté. Angela Merkel a tourné le dos lors du fameux discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron où il appelait à cette autonomie européenne. C'est vrai qu'aujourd'hui, que l'Allemagne reprenne ces mots-là et finalement en fasse un véritable slogan que les Allemands eux-mêmes s'approprient, si on comprend bien le sens. Ça montre en effet que, quelque part, Donald Trump est en train d'arriver à pousser une forme d'unité européenne. Après, au-delà des discours, il faudra voir les actes, parce que c'est toujours... voilà, là, c'est très enthousiasmant, évidemment, mais derrière, concrètement, quel réarmement européen, quelle harmonie européenne. Quand on voit... le SCAF, l'avion du futur, et les dissensions entre les Français et les Allemands qui sont en train de faire capoter finalement le projet. Oui, il y a besoin de beaux discours, mais il y a besoin de gestes derrière. Non, mais moi je trouve que le clip des Allemands est excellent parce que il y a un slogan. Alors, malheureusement, il est en anglais. Ça, moi, je suis francophone, il est en anglais. Mais Europe for sure, c'est excellent comme slogan. L'Europe, évidemment. Mais l'Europe, évidemment. Vous auriez essayé de le trouver au hasard de deux mots d'Emmanuel Macron. En plus, franchement, les internautes, les internautes sur les réseaux sociaux sont excellents parce que la façon dont ils le prononcent, certains sont franchement deux fois. Franchement, on a l'impression qu'il retient sa respiration. Et donc immédiatement, il y en a qui ont l'idée de dire mais ça, faut en faire quelque chose. Et donc vous avez un slogan. Et vous avez un slogan qui est dans le monde entier, parce qu'il est en anglais, dans le monde entier perçu. Et dernière chose, je suis entièrement d'accord. Pour le coup, la crise du Groenland a été excellemment gérée par Emmanuel Macron. Merci quand même. Merci aux Allemands de jouer collectif quand on joue un petit peu indépendant. Parce que ça, si vous voulez, ça veut dire aussi quand même que l'Allemagne revient avec du collectif à un moment où on a l'impression qu'il est un peu seul. On n'a eu aucun président jusqu'à présent qui aurait avancé autant seul sans les Allemands. On a Merz en ce moment. Moi, je ne comprends pas, pardonnez-moi, pourquoi... on n'a pas joué un tout petit peu le couple franco-allemand. Là, c'est passé quand même dans la pénombre, mais il y a eu un accord qui s'est signé sur des questions très très importantes. L'immigration, l'armement, le business, l'industrialisation entre les Allemands et les Italiens. Et ça s'est signé aussi parce qu'ils sont un tout petit peu agacés par la façon dont Emmanuel Macron tire la couverture à lui. Vous avez vu Keir Starmer qui a commencé, donc le Premier ministre anglais, à mettre les lunettes de Macron. Là. Au fond, les Allemands, là, ils sifflent la fin de la récré, ils disent « Eh les mecs, c'est tous ensemble ». Donc on est derrière toi, mais on est tous ensemble. Britannique. Et ben moi j'aime, oui, ce que je viens de dire, le Premier ministre britannique. Mais moi, ce que j'aime là dans ce clip allemand, c'est qu'en fait, il joue collectif. Et ce qui serait bien, c'est que la France apprenne à jouer un tout petit peu collectif. Alors, le Premier ministre britannique, juste Keir Starmer, on voit l'image. Effectivement, c'était en début de semaine. Il participe à un podcast. Et là, tout d'un coup, regardez.
Et en français, bonjour. Et ça s'accompagne d'un tweet. Regardez le Keir Starmer, donc le Premier ministre britannique, qui poste cette affiche. Vous allez la reconnaître, puisqu'avec les lunettes aviateurs, on a tous pensé au film Top Gun. Et donc Keir Starmer, dans le rôle quand même, premier rôle de Tom Cruise, et juste derrière, le meilleur ami et le copilote de Tom Cruise, il s'appelle Goose dans le film. Donc c'est aussi un moyen de dire... partage un peu l'affiche. Oui, mais on tire la couverture aussi un petit peu à soi. Non, mais il rend hommage. Et puis, parce que vous dites, Emmanuel Macron retweet l'image et il répond for sure. Et il a raison, évidemment. Non, attendez. Vous avez dit, il se moque. Non, il rend hommage. Non, il rend hommage. Et bien sûr. J'ai pas dit qu'il se moquait. J'avais pas l'impression qu'il soit exaspéré. Mais non, il rebondit sur le buzz. Il rebondit sur le buzz. Non, je pense qu'il essaye justement de profiter de ce buzz pour essayer de dire qu'on y est. Pour avoir beaucoup échangé, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'exaspération. Avec ce côté, jouons collectif. Qui peut. Sarkozy, sur lequel on a beaucoup tapé, il avançait toujours avec Angela Merkel. Vous avez aucun président français jusqu'à présent qui avançait tout seul comme ça. Là, avançons collectif, c'est l'Europe, c'est pas la France. Mesdames, messieurs, on est vendredi et aujourd'hui il se passe un truc très important, très important. C'est le début du week-end ce soir, je pense à vous, Renaud Pilat, qui avait besoin de vous reposer. Mais surtout, c'est le jour de la sortie de ce film aux États-Unis, dans les salles de cinéma. Le titre du film dont je vous parle, rien à voir avec Top Gun. Le titre de ce film, c'est Melania. Voilà. Un film sur Melania Trump. Oui, effectivement, c'est un documentaire qui relate les 20 jours qui ont amené Donald Trump de nouveau au pouvoir, donc à la Maison-Blanche. C'était il y a pile un an. Les coulisses, comment ça se passe? C'est dans ce documentaire qui a été présenté en grande pompe hier à Washington, mais qui sort dans toutes les salles aujourd'hui aux États-Unis. Regardez un extrait. Here we go. Et c'est reparti. Vous pouvez entrer. Je vous promets que nous serons là en tant que pacificateurs. Pacificateurs et unificateurs. Magnifique. Ensemble, avec des dirigeants qui partagent les mêmes idées, nous avons une voix. Est-ce sans danger? Oui, c'est sûr. Voilà, on est avec Romuald Sciorra, qui est directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, et qui est à l'IRIS également. Merci d'être avec nous, Romuald Sciorra. Bon, vous avez pu voir des extraits. C'est digne d'un Scorsese. C'est un grand film promis un grand avenir cinématographique. Les critiques vont s'agenouiller devant Melania aux États-Unis. Oui, déjà, moi-même hier soir, je me suis battu pour essayer d'avoir un strapontin. Malheureusement, ça a été impossible. Non, trêve de plaisanterie. Les critiques sont absolument unanimes en parlant d'un film ridicule. Alors quand même, la réalisation, d'après les longs extraits, j'ai pu voir, est quand même de qualité. Le réalisateur avait déjà commis un film à la gloire de Trump, avec une réalisation de qualité et soignée il y a quelques années. Mais effectivement, on est au-delà du film de propagande, car c'est quand même pas la première fois qu'une First Lady a un documentaire qui lui est consacré. Mais là, on est vraiment dans une opération de com pour Donald Trump, pour Melania et pour Jeff Bezos, le patron d'Amazon qui a financé le film. 75 millions de dollars, 40 millions de budget et 35 millions de budget de communication. C'est quand même du jamais vu. C'est son ticket d'entrée à la Maison-Blanche, puisqu'il avait besoin de se rapprocher du président des États-Unis. Est-ce que ça fait polémique, justement, aux États-Unis, ça ? Non, c'est pas polémique. Par contre, c'est un film. Il faut quand même pas trop prendre cela à la légère. C'est-à-dire que l'objectif était triple. Pour Donald Trump, pour la communication de Donald Trump, l'objectif est de polisser son image. C'est l'homme qui avait quand même dit qu'il attrapait les femmes, si vous en rappelez, il y a quelques années, d'une manière très vulgaire. Il doit repolisser dans cette nouvelle administration, dans cette nouvelle Amérique, où le religieux devient de plus en plus
plus omniprésent. Il doit repolisser son image, donner celle d'un mari qui sait écouter sa femme, un mari attentif, un bon père de famille. Quant à Melania, qui était absente de la première présidence, tout simplement parce que elle était très occupée avec l'éducation de son fils qui était encore adolescent, et surtout que le rôle de First Lady était occupé en grande partie par Ivanka Trump, la fille favorite de Donald Trump. Elle veut ce coup-ci également prendre ses marques, montrer qu'elle est aujourd'hui une First Lady qui compte. Mais nous sommes ici face donc à une opération de communication qui n'a pas pour objectif de toucher tous les États-Unis. Les Américains rigolent un petit peu en voyant ces extraits qui passent en boucle sur les chaînes américaines. La bande-annonce dont on est rassasié depuis des mois. Non, l'objectif est l'électorat républicain et surtout la base MAGA. Regardez le bon père de famille qu'est Donald Trump, regardez ce couple uni. Comme je le disais, nous sommes dans une Amérique ultra-conservatrice. Le couple doit revenir sur le devant de la scène. Il doit donc être présent à la Maison-Blanche, uni et amoureux comme dans un conte de fées. Ouais, ça veut dire qu'il y a une certaine partie des États-Unis qui n'iront pas voir ce film. On a vu des affiches. Donc le titre de ce documentaire, c'est sobrement donc appelé Melania, et donc cette affiche régulièrement taguée au cours de la semaine. Ça veut dire que, d'après vous, je sais que vous avez participé à pas mal de médias ce matin, vous parliez de fiasco annoncé, que ça allait être un bide, un gros flop. Écoutez... Oui, ça va être, c'est un bid annoncé, un gros flop. Faut quand même pas oublier qu'il y a déjà plusieurs petits parfums, quand même, enfin plusieurs choses négatives, points noirs autour de ce film. Le réalisateur a été accusé de nombreuses agressions sexuelles. Il a été viré d'Hollywood. Il a pu y revenir sous pression trumpienne, puisque comme je l'ai dit, il avait déjà réalisé un documentaire à la gloire de Trump. Les 2/3 de l'équipe technique ont exigé que leur nom soit retiré du générique. Ça l'affiche quand même pas très bien. Et puis effectivement, le film devait être diffusé dans à peu près 2000 salles aux États-Unis, et il y en a à peu près 1 millier déjà, plus ou moins, qui ont décidé de ne pas le programmer à la dernière minute. Donc oui, c'est un flop annoncé, mais il y a aussi autre chose qu'il faut garder à l'esprit. Les choses ne vont pas très bien en Amérique. La vie est très difficile au quotidien pour la plupart des Américains, que ce soit la santé, le coût de la vie, le logement, etc., etc. Et là, c'est quand même un film où l'on voit une femme très élégante, belle, sans doute intelligente, plaisante, mais vivre dans l'opulence, alors qu'une fois encore, de très nombreux Américains luttent chaque jour pour pouvoir payer un repas décent à leurs enfants. Donc c'est aussi pourquoi le film est sujet à attaque et que l'on voit ces affiches taguées. Mais pour être tout à fait clair, c'est une toute petite partie infime des Américains qui va se rendre au cinéma pour voir ce film. Une fois encore, l'objectif est l'électorat de Trump, la nation MAGA, repolisser l'image du président. Très vite, Magali. En France, on pourra le voir dans quelques semaines sur la plateforme Prime Video. Chance. Oui, on sera tous devant. Non, mais ce que je trouve très intéressant, moi, c'est la façon dont Melania est en train de revenir, de se faire une place et de créer un peu sa légende, en tous les cas sa communication. C'est une redoutable femme d'affaires. Elle empoche 70% des 40 millions d'Amazon. Elle a déjà écrit, vous savez, sa biographie, qui est sortie pendant la campagne, où elle avait notamment pris ses distances, enfin, elle avait parlé de l'avortement en prenant ses distances par rapport aux positions très anti-avortement de Donald Trump. Elle veut vraiment chercher à faire passer le message qu'elle a un rôle, qu'elle existe, que c'est elle qui parle toujours d'unifier le pays. Vous savez, sur la Russie, c'est elle qui dit toujours à Trump, mais non, mais t'as parlé à Poutine, mais en fait cette nuit ils ont encore bombardé. Elle essaye vraiment de commencer à exister. C'est les prédateurs, Magali, c'est les prédateurs. Elle a empoché 28 millions. Ouais. Là, l'autre, il attaque le trésor public, Trump, pour récupérer 10 milliards. C'est les prédateurs qui essayent de dépecer l'Amérique. Avec Bezos qui achète son ticket d'entrée pour avoir les contrats. Romuald, on est chez les dingues. Elle vote pas Trump. Merci beaucoup d'avoir nous avoir donc apporté votre éclairage cet après-midi. On fait vite parce que Marie-Aline Méligui arrive pour LCI Direct. On ne voudrait pas être en retard. Excellent week-end à tous. On se retrouve lundi.